Bonjour à tous et puis bienvenue à cette 10e édition du Top 250 EY des créateurs et éditeurs de logiciels en France, organisée par EY, le Syntec numérique et Tech in France. Je me présente, je m'appelle Florence Axel, je suis entrepreneur, manager de transformation digitale et j'ai le plaisir d'animer cette soirée. Alors nous sommes ravis de vous accueillir ici à l'Open Mind Café avec toutes les restrictions et tout ce qu'il faut faire. Nous avons bien tous des masques, hein, on confirme. D'ailleurs, c'est assez bizarre de vous voir tous avec des masques en face de moi. Et donc malheureusement, seuls nos intervenants pourront être présents aujourd'hui. Mais heureusement, vous êtes très nombreux de l'autre côté de votre ordinateur à nous suivre. Plus de 300 personnes, ce qui est plutôt un très beau score. Et puis à période d'un certain événement encore plus incertain, un petit clin d'œil à Gilles Mézari, qui est le président du Collège des éditeurs de logiciels de Syntec numérique, qui devait être mon partenaire technique, mon partenaire expert pour animer toute cette soirée et qui s'est malheureusement blessé ce matin en scooter. Donc son expertise et sa connaissance de l'écosystème vont sûrement clairement nous manquer un petit peu. Mais en tout cas, on lui souhaite un très très bon rétablissement. Alors avant de commencer, remercions nos partenaires AXA, la Fondation FI, ASF Consulting et CCLS, que vous connaissez tous sous le nom de CMCIC Leasing, qui soutiennent ce rendez-vous incontournable du logiciel et qui partagent notre passion pour l'innovation. Sans plus tarder, plongeons tout de suite dans le vif du sujet. Je vous propose d'ouvrir officiellement cette cérémonie en accueillant Cyril Malargé, qui est administrateur de Syntec numérique. Bienvenue Cyril. Un petit micro. Bienvenue. Avec une Charlotte. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Florence. Bienvenue. Bien. Ravi. Moi aussi. Je crois que c'est la première fois que j'interviens à un top 250 éditeurs. Je suis très fier d'être là avec vous. C'est vrai que c'est un peu particulier. Il y a peu de monde, c'est masqué, mais enfin bon, je crois ils sont tous derrière leurs écrans, donc voilà. Et puis il y a de l'ambiance. On va essayer quand même de mettre dans l'ambiance dans la salle. Voilà, merci. En tout cas, je tiens à féliciter pour le choix du lieu parce que c'est assez sympa. C'est pas la première fois que je viens ici et c'est vrai que c'est toujours un cadre agréable. C'est comme à la maison. C'est comme à la maison. Alors j'avais une question pour toi, Cyril. Pourquoi Tech in France co-organise cet événement ? Alors c'est vrai que c'est la première fois. C'est la partie visible de l'iceberg d'une démarche qu'on a un petit peu engagée depuis quelques mois maintenant, en fait. Ça part de quel constat ? Mais finalement, on a un paysage digital qui est assez fragmenté, où finalement un certain nombre d'associations, toutes très légitimes, finalement prennent la parole et portent la voix du digital en France. Et quelque part, à la fois les pouvoirs publics, à la fois les adhérents, à la fois notre marché, notre écosystème, nos clients, nous poussent de plus en plus à prendre la parole, à parler d'une même voix, et à avoir un discours qui soit clair, cohérent et qui soit incarné. Voilà. Et donc, quelque part, par rapport à cet événement, à la fois vis-à-vis de nos adhérents éditeurs de logiciels, vis-à-vis aussi des adhérents de Tech in France, on trouvait que ça pouvait faire sens finalement que cette démarche elle commence à se voir. Parce que quand même, derrière ça, il y a quelques mois de boulot sur des choses très très opérationnelles, sur un certain nombre de commissions. Je peux citer la santé, par exemple. On voit bien que les adhérents de Tech in France, les adhérents de Syntec numérique travaillent main dans la main pour être force de proposition. On est intervenu notamment sur le Ségur de la santé vis-à-vis de ces enjeux-là. Et donc, quelque part, on s'est dit, il y a un bel événement, le top 250, faisons en sorte que il se sache qu'on travaille ensemble, la main dans la main, et j'espère qu'à l'avenir, ce sera de plus en plus le cas. Parler d'une même voix sur ces sujets. Oui, on partage les mêmes enjeux, on est sur les mêmes sujets, donc quelque part, allons-y, travaillons dans ce sens-là. Voilà. Super. Merci beaucoup Cyril pour ce mot d'introduction. Merci. Et puis quand même, je tiens à adresser un message à Gilles, qui j'espère qu'il va très bien. En tout cas, il m'a fait un petit SMS, ça a l'air d'aller bien. Donc je lui souhaite prompt rétablissement. Qui nous suit là peut-être, de l'autre côté. Merci Florence. Merci à toi.
Alors, pour cette édition, on va vous proposer un déroulé un petit peu inédit. Alors, il va y avoir une première partie que vous connaissez avec une partie remise de prix et puis une seconde partie avec une table ronde avec des invités de haute volée avec lesquels nous allons avoir beaucoup de plaisir à partager et à échanger sur la thématique perspective et relance. Alors, je vous rappelle nos invités de tout à l'heure. Grégory Pascal, fondateur et président de Sensiolab, Antoine Watine, directeur des affaires publiques de Cégide, Karine Picard, country manager d'Oracle France, Cyril Malerger, que nous venons de voir, et Franck Sebag, Fast Growing Company and IPO Leader de chez EY. Alors, est-ce que ça vous donne envie déjà de rester jusqu'à la fin? Oui. Moi aussi. D'ailleurs, pour tous ceux qui nous suivent là derrière votre écran, n'hésitez pas si vous avez la moindre question pour nos invités. Servez-vous du chat, c'est l'occasion de nous faire passer vos questions et on essaiera au mieux de pouvoir y répondre. Alors, et puis qui dit digital dit également réseaux sociaux et l'occasion pour vous de vous rappeler le hashtag de cette soirée, hashtag top250NUM, à ne pas hésiter à utiliser là sans absolument aucune modération. Alors, cette soirée top 250, ce sont 5 trophées, mais c'est aussi surtout l'occasion de faire un petit arrêt sur image pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur l'évolution de notre écosystème. Et cet arrêt sur image, il est possible grâce à une étude qui est réalisée chaque année par les équipes d'EY et plus particulièrement par l'équipe de Jean-Christophe Pernet qui est associé EY et que je vous propose d'accueillir sous vos applaudissements bien évidemment. Bonjour à tous, ici présents et en ligne. Bonjour à tous. Tous, 300 personnes derrière leurs écrans. Là, tu imagines toutes les petites photos de ces 300 personnes. Les gens impatients de voir les chiffres de l'étude. Bien sûr, mais on n'attend que ça, justement, en parlant de ça. On en est déjà à la 10e édition et avec tous ces bouleversements qui sont en cours, on imagine que ça va être particulièrement intéressant à découvrir. Est-ce que tu peux avant tout nous rappeler comment et auprès de qui sont collectées les informations qui permettent de faire cette étude ? Oui, avec plaisir. Effectivement, petit rappel méthodologique. On aborde cette étude peut-être en introduction et c'est devenu en fait vraiment l'étude de référence sur l'écosystème logiciel. Alors, en particulier cette année grâce avec le soutien combiné de Tech in France et Syntec Numérique. Et puis aussi parce que finalement le top 250, malgré son nom, ce n'est pas qu'un classement, c'est même surtout en fait des analyses dédiées au secteur. Je regardais tout à l'heure l'étude fraîchement terminée. On a quand même une quarantaine d'axes d'analyse sur plein de sujets, que ce soit l'international, la R&D, la croissance, des sujets même parfois très pratiques qui ont pour but d'aider, d'alimenter des sources de réflexion chez les éditeurs, chez les investisseurs, tous les gens qui interagissent dans l'écosystème. Voilà, donc on est très fiers de cette étude et j'en profite pour remercier toute l'équipe, tous les gens qui travaillent sur ce projet. Voilà. Donc après, sur les sujets méthodologiques, c'est important. Alors la première chose, c'est qu'on diffuse très largement en fait, auprès des éditeurs un questionnaire qui est assez complexe. Et là, encore une fois, merci aux éditeurs d'y répondre parce qu'on a quand même un certain nombre de questions. Et puis, on complète en fait l'étude avec des données publiques. Et donc, généralement, c'est notamment pour les sociétés cotées qui ont un rapport financier annuel qu'on utilise ensuite pour compléter les informations. Ensuite, ce qui est très important aussi, c'est qu'on raisonne à périmètre constant. Donc nous, en tant que financiers, ça nous parle, mais simplement tous les chiffres qui vous sont présentés raisonnent bien sont bien basés sur le même panel d'éditeurs. C'est qu'à chaque fois, on demande aux éditeurs de nous redonner leurs chiffres sur 3 années. Donc c'est comparable. En fait, ça donne c'est complètement comparable. Voilà. Et j'en profite peut-être du coup pour donner un tout petit éclairage sur certaines définitions qui seront utilisées après dans l'étude. Bon, d'abord, peut-être quand même juste le périmètre aussi. On n'est vraiment que sur des éditeurs de logiciels français. C'est-à-dire qu'en fait, on intègre toutes les sociétés qui ont un headquarter en France. On ne prend pas les filiales de groupes étrangers. Après, évidemment, on adapte cette règle. Pour un certain nombre de sociétés de la French Tech qui ont leur siège aux États-Unis. À partir du moment où le management est historiquement français, les fondateurs français, c'est des sociétés qu'on intègre avec grand plaisir dans l'étude. Et le petit rappel purement technique, c'est effectivement cette notion de pure player qui apparaît à l'écran. Dans ce panorama, on a en fait des sociétés qui ne sont pas que des éditeurs. Pour certains, ils ont aussi des activités de services IT assez importantes. Et donc cette notion de pure player, on y reviendra après, mais voilà, elle a pour but en fait de filtrer quelque part un peu nos analyses sur les éditeurs qui ont plus de 75% de leur activité sur l'édition de logiciels. Voilà pour les rappels. Très bien. Alors sans évidemment tout dévoiler des résultats de cette étude, si tu avais 3
3 mots, juste 3 mots. Hein. Mais pour donner un petit peu l'état d'esprit, un peu le feeling de cette édition 2020, qu'est-ce que ça serait ? Oui, alors on a un petit peu préparé, heureusement, hein, parce que donc, les 3 mots, c'est les 3 mots, mais c'est vrai que c'est résilience, confiance et ambition. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on verra que dans les chiffres, on a, dans le timing de l'étude, en fait, on a sondé les éditeurs globalement après le début de la crise. Donc en fait, on a déjà une bonne idée en fait de leurs anticipations de croissance, d'embauche pour l'année 2020. Et on dit résilience parce qu'en fait, on verra justement dans nos analyses que les orientations sont plutôt très bonnes, même si un petit peu quand même en deçà de 2019, mais on a un secteur qui est très bien orienté pour cette fin d'année 2020. Et puis après, on va même au-delà, parce qu'en fait, on a des informations sur des éditeurs qui ont toujours des objectifs d'embauche, qui ont toujours des objectifs d'investissement dans la R&D, qui sont des investissements plus long terme, et qui maintiennent même leurs objectifs de croissance externe, par exemple. Donc c'est quand même des indicateurs qui sont très encourageants. Donc résilience, confiance et même ambition. Ok. Exactement. Et si on rentre un petit peu dans le détail des grandes tendances de l'étude, je crois que tu as des jolis slides. Exact. À nous Donc là, commenter. on va se lancer un peu plus dans le détail des chiffres, mais je ne serai pas trop long quand même. Alors, cette année, évidemment, le contexte est particulier, donc on ne passera pas trop de temps à commenter les chiffres de 2019, parce qu'à la fois en termes temporellement et puis en termes d'événements, malheureusement, 2019 est déjà très loin. Simplement pour dire qu'en fait, 2019 était quand même très bien orienté, puisqu'en fait, on avait un chiffre d'affaires embarqué sur le panel qui était de 17 milliards, qui était en croissance de 8% par rapport à l'année 2018. Alors après, on peut rentrer un peu dans le détail, mais là-dedans, dans ces 8%, on divise un peu notre panel en fait sur 3 catégories d'éditeurs, donc qui sont les éditeurs sectoriels, donc qui sont vraiment focus sur un secteur, typiquement un Dassault Systèmes par exemple, qui est très focalisé sur l'industrie. Les éditeurs horizontaux, le bon exemple, ça va être Cegid par exemple, sur des éditeurs qui sont des logiciels qui sont multisecteurs. Et puis on a une catégorie jeux vidéo. Donc cette année en fait, les éditeurs horizontaux, avec Cegid par exemple, avec Talent aussi, ont plutôt très bien réussi, et Talentsoft aussi ont très bien réussi. Et donc en fait, ils viennent en fait doper un petit peu la croissance de notre panel. À l'inverse, on a une petite contre-performance sur la partie jeux vidéo, parce que cette partie-là, elle est très très drivée en fait par les résultats d'Ubisoft. Et il se trouve qu'Ubisoft cette année, on connaît un peu ce phénomène-là, au gré des lancements de jeux, et plutôt en léger recul de chiffre d'affaires. Même si, dans ces catégories, malheureusement cette année, nous n'avons pas l'étoile montante, on va dire, même plus que ça, du jeu vidéo en ce moment qui est Voodoo, dont on sait qu'ils sont en croissance, mais malheureusement on n'a pas leurs chiffres. Donc si on les avait, très probablement, le chiffre de 8% serait sans doute supérieur. On en a d'autres, des futurs... Oui, on en a d'autres dont on va parler tout à l'heure. Mais suspense. Voilà, donc ça c'est la photo 2019. Si on regarde après sur la croissance qui est envisagée pour 2020, là c'est vraiment encourageant, parce qu'en fait ce qu'on voit, c'est que certes les chiffres sont un tout petit peu en retrait par rapport à ceux de 2019, mais ils restent quand même très très élevés. Donc on voit par exemple qu'on a 34% des éditeurs qui envisagent une croissance de plus de 10%, là où en fait ils étaient qu'à 48% l'année dernière. Et ainsi de suite sur d'autres chiffres, mais on voit quand même que globalement le chiffre d'affaires, l'activité reste orientée sur une croissance qui est très soutenue. Mm-hmm. Donc là, même chose, comment on analyse tout ça, cette forme de résilience? Il y a 2 choses, je pense. La première, c'est, on en reparlera d'ailleurs juste après, c'est en fait la montée en puissance du SaaS dans l'écosystème. Parce qu'en fait, on commentera le chiffre quelques slides après, mais aujourd'hui, le SaaS, ça représente 40% du mix de chiffre d'affaires de notre panel. Et c'est quand même un super amortisseur en période de crise, parce qu'en fait, le chiffre d'affaires est embarqué sur des contrats d'abonnement. Et donc, en fait, ça sécurise énormément en fait, les éditeurs. Et puis l'autre chose, c'est quand on pose la question, là, en cette période de crise, aux éditeurs, est-ce qu'en fait, finalement, la crise a amené des opportunités? On verra tout à l'heure, il y a des témoignages de lauréats qui le démontrent. En fait, on a quand même 2/3 des éditeurs qui nous disent qu'effectivement, il y a des opportunités nouvelles qui sont apparues en cette période de crise. Donc tout ça, en fait, contribue à la résilience de l'écosystème. Il y a un optimisme qu'on peut avoir. Très bien. Alors, ce top 250, ce sont déjà 10 années d'histoire. Et puis, c'est en même temps l'occasion de faire un tout petit clin d'œil à ce chemin qui a déjà été parcouru ensemble.
En effet, on a quelques chiffres clés qui sautent aux yeux. On a le secteur qui a plus que doublé depuis 2011, que ce soit en chiffre d'affaires comme en effectif. Et je retiens également qu'on compte désormais 35 champions de plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires contre 10 recensés dans la première étude. Donc c'est des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Une évolution que nous avons pu suivre au fil des années, ces 10 dernières années, grâce à la géniale intuition de Bruno Van Rieb, qui a été celle de lancer ce panorama avec EY. Car cette 10e édition, c'est également l'occasion d'un hommage à Bruno Van Rieb, cet entrepreneur passionné et investi du secteur numérique qui a disparu en 2019 et qui a œuvré pendant plusieurs années au sein de l'organisation, notamment au développement des éditeurs et des startups. Alors nous vous proposons maintenant une très courte vidéo pour retracer ces 10 années d'innovation et de succès. Nous avons imaginé, innové, exploré, grandi, trouvé, gagné. Depuis 10 ans déjà, le Panorama Top 250 analyse les éditeurs français de logiciels et suit leur formidable progression. Créé à l'initiative de Bruno Van Rieb et de Frank Sebag, le Panorama Top 250 a permis d'observer le doublement du secteur en termes de chiffre d'affaires, 17 milliards d'euros aujourd'hui, et en termes d'effectifs, avec près de 100 000 personnes pour les seuls pure players, le tout soutenu par une R&D solidement ancrée en France et l'émergence de nouveaux acteurs internationaux. Depuis 10 ans, Top 250, c'est aussi un jury d'experts du secteur qui a permis de mettre en avant des dizaines de lauréats, dont la plupart ont suivi des parcours exceptionnels. À travers leur croissance et leur développement international, leur levée de fonds et leur introduction en bourse, nombre d'entre elles sont devenues des scale-up très visibles, notamment dans le Next 40 et le French Tech 120. Et maintenant, qui seront les prochains lauréats et surtout les prochaines scale-up de la décennie qui s'ouvre? Réponse ce soir avec la sélection 2020 des trophées Top 250. Ça sera pour ce soir, mais ça ne sera pas tout de suite. Pas tout de suite. Comme vous avez pu le découvrir, le Top 250 met à l'honneur et fait découvrir des pépites de notre écosystème et des pépites que l'on a énormément de plaisir à suivre, évidemment, et qui assez souvent reviennent sur le devant de la scène. Je pense par exemple à Miracle qu'on a un petit peu vu faire les gros titres dernièrement. C'est cela, Jean-Christophe? Oui. Alors le jury, l'année dernière, avait eu plutôt le nez creux parce qu'effectivement, on avait récompensé Miracle. Et depuis, il y a un petit peu d'actualité quand même positive voilà, sur cette belle société. Et donc, on a la chance ce soir d'avoir Florian Bressan, qui est le CEO de la société et qui va nous rejoindre. Welcome, Florian. Merci beaucoup d'être là. Bonsoir, bienvenue. Merci. Bonsoir Florian. Bonsoir. Donc tout de suite, une première question. Alors, on connaît un petit peu l'actualité de Miracle, mais malgré tout, on va en parler, mais voilà, depuis la remise de l'année dernière, finalement, comment a évolué Miracle? Après, on parlera effectivement de la levée de fonds, etc. Avec plaisir. Tout d'abord, c'était une très grande fierté l'année dernière de gagner ce prix, et c'est un très grand plaisir d'être avec vous ce soir, alors dans des conditions un peu particulières pour vous donner quelques nouvelles. Donc, il y a certaines choses qui n'ont pas changé depuis l'année dernière. Nous sommes toujours le leader mondial en SaaS des offres de marketplace. Nous sommes toujours basés en France, avec un siège en France, la R&D en France. Et en termes de croissance, vous en parliez tout à l'heure, notre dernière levée de fonds remontait à février 2019. Et depuis ce moment, nous avons multiplié les revenus par 3. Nous avons recruté 100 personnes, dont une grande partie en France. Et nos clients, qui sont notre plus grande fierté, donc par exemple Carrefour, Galeries Lafayette dans la distribution, ont réalisé ce qu'on appelle la GMV, c'est-à-dire un volume d'affaires de marketplace, dans les 6 premiers mois de l'année d'1,2 milliard. Pour vous donner un ordre de grandeur, on devrait être cette année sur à peu près 3 milliards. Donc, quand j'ai rejoint Miracle et l'aventure de Philippe Corot et Adrien Nussenbaum il y a 3 ans, nos clients faisaient 150 millions de volume. Donc voilà, 150 millions, 3 milliards. On est toujours là pour les aider à se battre contre Amazon, notamment. Ouais.
Alors justement, tu parles effectivement de cet outil un peu anti-Amazon. En fait, on sait que pendant la crise, paradoxalement, on sait que les flux e-commerce en fait ont sensiblement quand même augmenté. Donc mon petit doigt me dit que Mirakl a un peu tiré son épingle du jeu sur les aspects business, et puis je crois qu'il y a aussi en dehors des aspects business une initiative assez forte qui a permis en fait au gouvernement de mettre en place justement une marketplace sur l'achat de produits essentiels pendant la crise. Tout à fait. Alors, on a été bien placé effectivement pour aider beaucoup d'acteurs dans la distribution, parce qu'il faut bien se remettre dans le contexte. Beaucoup d'entre eux, enfin tous, ont vu leurs magasins fermés. Beaucoup ont également vu leurs entrepôts e-commerce fermés, donc leur activité e-commerce qui était pourtant essentielle, très fortement impactée. Et le modèle de marketplace leur a permis de maintenir, voire de faire croître très fortement leur activité. Beaucoup de nos clients, j'évoquais les chiffres tout à l'heure, sont sur des croissances à 2, voire à 3 chiffres, et pas forcément à 1, sur leur activité e-commerce à travers la marketplace. Dans le même temps, on a vu un secteur très important pour nous. On accompagne des acteurs comme Airbus, par exemple, Airbus Aviation, Airbus Hélicoptère, sur les pièces détachées avec des marketplaces. Et dans un secteur où aujourd'hui les ventes d'avions, de machines sont quand même, on le sait, un petit peu ralenties, ça leur permet de participer, d'être très actifs dans ce marché des pièces détachées qui reste un marché important. Et puis enfin, pour nous, on a vu une forte accélération à l'international, puisqu'on est basé en France. Aujourd'hui, on est 350, dont à peu près 250 en France. Mais un de nos fondateurs, Adrien, est parti en 2015 à Boston. On a aujourd'hui 70 personnes à Boston. Et on travaille avec beaucoup de très grands acteurs nord-américains ou en Amérique latine. Et donc aujourd'hui, on est sur un mix d'activités. Je sais que c'est un point que l'étude souligne. D'à peu près 40% en Europe, 40% en Amérique du Nord et 20% Australie, Brésil et reste du monde. Ok. Justement, la levée de fonds que tout le monde a découvert il y a quelques semaines, qui valorise très bien Mirakl. C'était, je crois, sans dire de bêtises, la plus grosse levée de fonds dans l'écosystème French Tech, en tout cas en software. Comment ça s'est passé, investisseurs américains, etc. Ça change la donne peut-être par rapport aux levées de fonds précédentes? Absolument. Mais avant de parler de ce très beau sujet qui est cher à notre cœur, je voulais quand même dire 2 mots. Tu as posé la question sur stopcovid19.fr, qui est une initiative qu'on a eu la chance d'appuyer à la demande du gouvernement, puisque dans les premiers jours, pareil, du confinement, le marché d'approvisionnement, notamment du gel hydroalcoolique, mais aussi des masques et des équipements de protection, c'était fortement grippé, puis c'était des volumes bien sûr inhabituels. Et donc on a mobilisé les équipes, bien sûr de manière bénévole, pour en 48 heures lancer une plateforme opérationnelle et complète qui a permis de mettre en lien, par exemple, des acteurs comme Arkema, qui rendait disponible du gel hydroalcoolique, avec, je crois que le premier client, même si c'était à titre gratuit, c'était le CHU de Grenoble, qui a pu avoir une livraison de 1000 litres de gel. Et on a eu ensuite à peu près 65 millions de pièces d'équipement qui ont transité par la plateforme en 2 mois. Donc voilà, c'était... je pense qu'on n'est pas du tout les seuls dans l'écosystème digital à l'avoir fait, mais pour nous, c'était très important aussi de pouvoir contribuer à la résolution de la situation. Okay. Merci pour la précision, parce que c'est effectivement une super initiative. Donc mais la levée de fonds, sans transition, la levée de fonds. Sans transition. Donc la levée, pour donner juste 2 chiffres, alors je parle en dollars, je ne sais pas pourquoi on parle en dollars, mais bon, parce que les montants sont ronds, on va dire. On est sur une levée qui était une levée de 300 millions de dollars et qui valorise effectivement Mirakl à 1,5 milliard. Donc ce qui nous fait rentrer, ce qui n'est pas une fin en soi, mais quand même dans ce fameux club des licornes, et qui va surtout nous donner des moyens pour accélérer notre développement. On a prévu de recruter environ 1000 personnes sur les 3 prochaines années, dont 300 à 400 ingénieurs en France. On vient d'ouvrir aujourd'hui cette année notre bureau à Bordeaux. On pense qu'on aura aussi d'autres implantations. Et donc on va accélérer, mais on va garder et maintenir la R&D en France, tout en continuant à développer nos activités commerciales à travers le monde. Ok, super. Merci pour ce gros update et en tout cas bravo. Quelle success story, bravo. Félicitations. Ça donne envie. Hein. Et c'est tout le mal qu'on a envie de souhaiter aux futurs lauréats qu'on va découvrir maintenant, puisque maintenant c'est le moment de la remise de prix. Alors je vous propose maintenant de passer au suspense et aux paillettes avec notre remise de prix. Et une remise de prix, ça commence avec un jury qui s'est rencontré, qui a partagé, qui a écouté, qui a challengé. Le tout pour essayer d'aboutir à un palmarès le plus cohérent, pertinent et puis surtout représentatif
de l'écosystème des éditeurs de logiciels français en 2020. Je vous présente le jury 2020 composé de Amélia Lacrafi, députée, Clément Lepert, Business France, Étienne Montanger de BPI France, Frédéric Camus de CCLS, Jérôme Mazurel de 50 Partners, Laurent Trébul de Depita, Olivier Ezrati, consultant, et Richard Menveux de French Web. Merci beaucoup à eux de s'être impliqués avec autant d'énergie pour mettre à l'honneur les pépites de notre écosystème. Passons sans transition à notre première remise de prix, celle du trophée Croissance SaaS. Est-ce que vous êtes prêts dans cette salle de folie? Alors Jean-Christophe, tu me disais tout à l'heure, et puis quand on a préparé cette soirée, que le modèle SaaS, justement, qui est déjà depuis plusieurs années un modèle qui est en plein développement, est clairement l'un des grands gagnants du contexte actuel. Pourquoi ? Et est-ce que tu as peut-être quelques chiffres clés que tu as pu détecter dans ton étude à nous partager ? J'ai plein de chiffres, mais là on va en trop, prendre que quelques-uns. Juste ce qu'il faut. Donc, alors le SaaS cette année, c'est le mix, je le disais tout à l'heure, hein, c'est 40% du chiffre d'affaires du panel. Donc là, c'est la 10e année du panorama, et donc quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, en fait, quand on a démarré le panorama, le SaaS était aux alentours de 15% du chiffre d'affaires. 15 à 40. Bon, donc c'est quand même un gros changement de fond qui est vertueux, hein, parce qu'on sait que le SaaS permet, comme on l'a dit, en période de crise, de mieux résister. Ça peut aussi avoir des inconvénients, on grandit moins vite, mais bon, voilà, globalement, le SaaS, c'est quand même quelque chose qui aide beaucoup les éditeurs. Donc 40%, c'est globalement entre 2 et 5 points de progression chaque année. Et ensuite, ce qu'on voit, c'est que dans les priorités technologiques, quand on pose cette question aux éditeurs, le SaaS, là, pour la peine, est positionné plus que jamais en numéro 1. Là, cette année, on est à 62% d'éditeurs qui nous disent voilà, c'est mon premier choix technologique pour le futur. C'est largement plus que les années d'avant. L'année dernière, on était aux alentours de 40%. Et en fait, voilà, ça démontre très clairement que les éditeurs ont bien compris, et encore plus sans doute pendant la crise, voilà, que c'était un modèle, parce que le SaaS, c'est une technologie, mais c'est aussi un modèle d'abonnement derrière. Était vraiment quelque chose d'essentiel pour continuer à avancer. L'autre point qui n'est pas à l'écran là, mais c'est qu'on s'aperçoit aussi finalement qu'à la fois les petits et les gros éditeurs convergent sur ce sujet. Parce qu'en fait, quand on faisait des filtres sur par exemple, des éditeurs de moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et les plus gros éditeurs, on avait toujours un écart en fait, sur le mix de chiffre d'affaires dédié au SaaS. Et cet écart, on ne le présente plus parce qu'en fait, aujourd'hui, il est vraiment insignifiant. Ça veut dire deux choses, c'est que déjà on a quand même un certain nombre d'éditeurs qui sont voilà, ceux qui fonctionnent bien, qui ont passé les catégories, qui sont devenus maintenant on va dire des gros éditeurs, qui étaient sur des modèles SaaS 100%. Voilà, donc ils viennent en fait faire augmenter le mix SaaS sur ces gros éditeurs. Et puis aussi tout simplement les gros éditeurs, on sait que c'est pas simple non plus, mais ont progressé dans leur transition. Et en fait aujourd'hui, je pense que tout gros éditeur a de toute façon dans sa gamme de produits un produit SaaS. Voilà. Donc même un Dassault Systèmes aujourd'hui a du SaaS. Bon, donc c'est devenu vraiment un phénomène majeur dans notre écosystème. Très bien. Alors, nos 3 nominés dans la catégorie croissance SaaS sont Content Square, Talentsoft et Sendinblue. Jean-Christophe, est-ce que tu as peut-être quelques commentaires sur nos nominés ? Alors, c'est les 3 selon des très bons élèves, on va dire, parce que finalement, alors certes, ils sont SaaS 100%, mais ils combinent en fait toutes ces qualités d'éditeurs à forte croissance, très internationaux, par la force des choses, très bien financés aussi. Je regardais, je pense qu'on a des levées de fonds cumulées sur ces 3-là d'à peu près 500 millions d'euros. Bon, donc le jury a eu vraiment l'embarras du choix pour choisir. Alors on est très très curieux de savoir qui a été l'heureux élu. J'invite donc Ludovic Le Texier, qui est responsable refinancement de CCLS, la filiale leasing du Crédit Mutuel, représentant également notre partenaire ASF Consulting, à nous rejoindre pour remettre ce trophée de la croissance SaaS. Bonjour Ludovic. Bonjour, je suis ravi d'être présent parmi vous aujourd'hui pour remettre ce trophée croissance SaaS. Au Crédit Mutuel et particulièrement chez CCLS, on accompagne les adhérents de Syntec Numérique depuis plusieurs années sur le financement de leur activité. On fait alors sur du financement classique, sur du on-premise, mais aussi sur du SaaS. Et c'est pour ça que c'est un trophée qui nous tient particulièrement à cœur. Donc je ne vais pas vous faire perdre beaucoup de temps, on ne va pas faire durer le suspense très longtemps et on va vous révéler le lauréat du trophée 2020 de ce trophée croissance SaaS. Alors on a une petite enveloppe qui va arriver jusqu'à vous.
Ludovic. Je vous laisse l'ouvrir pour nous annoncer le nom du gagnant. Et le lauréat est Talentsoft. Bravo. C'est extra d'être ici. On faisait partie du top 250 depuis plusieurs années. On était souvent dans l'audience à se dire peut-être qu'un jour on sera sur scène, donc tout arrive. Merci. C'est toujours un coup de pouce fantastique pour nos 700 collaborateurs. Un merci à tous nos clients pour arriver effectivement à faire cette croissance. Et puis un petit mot pour le fait que cette année, on va franchir ce plafond de verre à 100 millions de dollars de revenus. Donc voilà, la croissance maintenant a un beau chiffre derrière, et puis on va essayer d'aller plus loin, bien sûr. Super, félicitations. Avant que vous nous quittiez, on avait quand même une petite question pour vous. Alors, petite photo, les paparazzis sont là. Quelles sont les opportunités que vous avez pu détecter pendant cette crise et sur lesquelles vous allez pouvoir capitaliser maintenant? Justement, être peut-être une source d'inspiration pour tous ceux qui nous regardent. Oui, pendant cette période, on a eu cette chance quand même, malgré cette période difficile, c'est que l'ARH était aux avant-postes et le cloud digitalisait en fait l'ensemble des informations sur les collaborateurs. C'était essentiel pour savoir qui sait faire quoi où, comment communiquer, comment les joindre parfois tout simplement. Donc évidemment, Talentsoft est au cœur du cloud et de l'ARH, numéro 1 en Europe, justement de l'ARH dans SaaS. Et puis il est très important dans cette période de pouvoir se former à distance, de pouvoir gérer ses équipes à distance, et c'est des solutions que Talentsoft porte. Donc je dirais il n'y a pas de changement majeur, mais une accélération dans ces 3 domaines. Oui, c'est devenu une évidence et un besoin urgent pour tous vos clients et tous les autres. Super, merci beaucoup à tous les deux. Merci. On va vous remettre le prix. Voilà, super. Merci beaucoup. Allez, sans transition, passons au trophée de l'innovation. Alors Jean-Christophe, quelle est donc l'évolution que tu as pu voir dans l'étude justement à propos des investissements en R&D? Je crois que tu as aussi quelques chiffres intéressants, pas trop non plus, mais... C'est très raisonnable. Non, R&D, bon, on l'avait un petit peu dit l'année dernière et ça se confirme. On arrive à un plafond. Alors après, il ne faut pas voir le message de manière négative. En fait, on est à un très haut niveau de R&D, parce qu'on voit là 18% du chiffre d'affaires. Donc là, on est sur cette fameuse notion de pure player. Je reviens pas dessus. 18% du chiffre d'affaires qui est dédié à la R&D. Quand on regarde sur les effectifs, on n'a pas mis la donnée ici, mais on est à plus de 30% des effectifs globaux qui sont dédiés à la R&D. Donc on est sur des montants qui sont vraiment très très élevés. Et donc en fait, effectivement, on atteint un plafond, puisqu'en fait, on l'avait déjà dit l'année dernière, ça bouge pas trop. Voilà. Mais bon, c'est quand même on est déjà tellement haut par rapport. Voilà. Et après, on a ajouté un axe d'analyse cette année. On l'avait présenté il y a quelques années. C'était de voir en fait où se positionnaient ces effectifs. Et là, on retrouve le chiffre il y a, je pense, 3-4 ans. 69% en fait des effectifs qui sont positionnés en France. Et ça, on le sait, et donc ça nous conforte dans cette idée. L'écosystème français est propice à la mise en œuvre de R&D, on le sait, les écoles, les universités, les dispositifs fiscaux de jeunes entreprises innovantes, de crédit d'impôt recherche, qui est massivement utilisé par les éditeurs, c'est 76% quand même qui l'utilisent, en plus du crédit d'impôt innovation. Donc ça crée l'écosystème aussi qui favorise. Ça aide les choses, ça aide en tout cas à mettre en œuvre de la R&D sur le territoire français. Et puis ça devrait continuer. On est passé assez vite tout à l'heure sur les chiffres d'évolution des effectifs, mais on a plus de 70% des éditeurs. On a dit qu'ils prévoient en fait d'augmenter leurs effectifs sur 2020, mais en particulier sur des profils de développeurs. Voilà, donc on a de bonnes raisons de penser qu'on va retrouver ce chiffre sans érosion particulière l'année prochaine. Voire même avec de la croissance. Peut-être qu'on arrivera à passer le plafond là, des 18% de R&D, c'est possible. Ça marche, merci beaucoup. Alors, les 3 nominés dans la catégorie innovation sont l'UMAPS, Cardiologues et Execo, Caméléon et Open Datasoft. J'invite Abbas Djobo, qui est secrétaire général de FI Group, à nous rejoindre pour remettre le prix d'innovation. Bonjour Abbas. Bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup. Très heureux d'être présent. Encore plus pour remettre ce prix de l'innovation. Je grenouille dans ce monde depuis, je ne vais pas le dire, depuis quelques longues années. Donc vraiment très heureux d'être la personne qui représente FI Group aujourd'hui pour remettre ce prix.
FI Group, partenaire de Syntec Numérique depuis de nombreuses années, nous avons pu justement à travers ce partenariat accompagner beaucoup d'éditeurs sur leur valorisation, leur management de l'innovation et leur financement également. On parlait de crédit d'impôt tout à l'heure, entre autres. Et ça, cet aspect-là, cet accompagnement nous a permis quelque part d'accroître la vision terrain de la chose, la vision terrain de l'innovation. Et je ne peux que confirmer tout ce que Jean-Christophe a dit tout à l'heure sur l'importance de l'innovation dans le secteur. Bon, ça c'est une banalité, on s'en doute. Ça tombe bien. Mais au-delà de la banalité, donc encore une fois, cet aspect première ligne nous permet de dire que les sociétés que nous avons vues, que nous accompagnons, ont conscience, malgré les difficultés de la période, clairement, crise sanitaire, mais pas que, ont conscience de l'importance d'investir encore dans la recherche et surtout de l'importance d'en sortir. Le jour où on sortira de cette crise, je pense que l'innovation qu'on a financée, dans laquelle on a investi aujourd'hui, permettra de rebondir, effectivement, de rebondir beaucoup plus haut et on dépassera sûrement les 18% dont on parlait tout à l'heure. Chiche. On suivra ça l'année prochaine. Et nous serons là. En attendant, on a un prix à remettre pour cette année. Alors, qui est donc le gagnant du trophée Innovation? And the winner is... Suspense et paillettes. Suspense et le lauréat est l'UMAPS. Bravo. Bienvenue. Bonjour, Émile Louis, cofondateur et CTO de l'UMAPS. Merci. Bienvenue. Merci beaucoup. Très content de recevoir ce prix aujourd'hui. Ça récompense les efforts des 250 Lumis qui sont les employés de l'UMAPS partout dans le monde. On parlait tout à l'heure d'ambition, c'est vrai qu'on se retrouve beaucoup dans ça, c'est une de nos valeurs d'entreprise, Be Bold, avec ce rêve quand on a créé l'UMAPS en 2012 de conquérir le monde depuis Tassin-la-Demi-Lune en banlieue lyonnaise. Vous n'êtes pas loin. Vous êtes sur le chemin. On y travaille. Aujourd'hui, on fait à peu près 60% de notre revenu aux États-Unis. Donc on y travaille, mais on est très fiers d'avoir toute notre R&D en France. Aujourd'hui, ça représente à peu près la moitié des effectifs, un peu plus de 100 personnes qui travaillent sur le produit, donc beaucoup d'investissements dans l'innovation. D'ailleurs, je crois qu'il y avait une question, Jean-Christophe. Oui, tu es le CTO, donc tu connais plutôt bien le sujet R&D. Alors, ma question est assez spécifique, mais l'UMAPS a grandi en fait principalement dans un environnement Google pour proposer sa solution. Depuis quelques années, il y a un virage qui a été amorcé, c'est en fait d'intégrer aussi cette fois-ci l'environnement Microsoft. Est-ce que ça appelle en fait des investissements R&D importants, ou est-ce qu'en fait la R&D porte aussi sur d'autres sujets? Non, tout à fait. C'est une des sources d'investissement. On est aujourd'hui un des leaders des plateformes de digital workplace et de communication d'entreprise. Donc, on propose vraiment une plateforme inclusive qui essaye d'inclure tous les employés de l'entreprise et donc on doit supporter toute une entreprise et les entreprises qui utilisent Microsoft. Donc on investit beaucoup pour à la fois intégrer tout l'écosystème de la suite 365 et pouvoir tourner sur Azure aussi, qui est un chantier très important. Donc beaucoup d'innovation sur cette plateforme, mais pas seulement. On investit aussi notamment beaucoup sur la mobilité. On l'a vu cette année, les populations qu'on appelle frontline workers sur le terrain sont très déconnectées des entreprises et donc on investit beaucoup sur le mobile aujourd'hui pour essayer de les inclure dans la plateforme. Ben voilà, tu as ta réponse, Jean-Christophe. Merci beaucoup bravo. Et bravo Merci. encore. Le prix. Alors, passons maintenant au trophée international. Alors, il y a une phrase, Jean-Christophe, que tu m'as dite et que j'aime bien quand on a préparé. Bon, tu m'en dis pas mal, mais celle-là, je les note et je les garde. Elles font partie de mes fiches maintenant. Tu disais que l'international, ça fait partie de la recette du succès, de la réussite des entreprises du secteur. Alors, est-ce que tu me confirmes que c'est encore le cas cette année ? Oui, c'est vrai. Alors nous, on a un rôle facile parce qu'on est observateur de tout ça, donc on identifie la bonne recette. Après, c'est vrai que la mise en œuvre n'est pas forcément très simple, mais ce qu'on voit, c'est que quand on regarde nos lauréats sur le prix international sur les dernières années, quand on voit le profil des sociétés du Next 40 ou même d'autres sociétés qui réussissent bien, qui ne sont pas dans le Next 40, globalement, il y a une caractéristique qui ressort de plus en plus, c'est l'international a été pensé depuis le début, que ce soit en termes de conception de la solution, que ce soit aussi en termes de positionnement des équipes, y compris en fait une partie du management, notamment aux États-Unis. Donc ça, c'est vrai qu'on a quand même l'impression que c'est la recette qui fonctionne, même si encore une fois, c'est une recette qui n'est pas si simple que ça à mettre en œuvre. Voilà.
Est-ce que tu as peut-être quelques chiffres clés par rapport à ça ou on est Si, quelques chiffres clés qui peut-être nuancent un peu tous les points positifs qu'on a mis en avant tout à l'heure. En fait, sur l'international, même chose, hein, on est un peu à l'heure des bilans, puisqu'en fait, le panorama existe depuis 10 ans, comme on le disait. On voit 57% donc du chiffre d'affaires qui est fait à l'international sur le panel du top 250. Et on est à peu de choses près sur les mêmes montants que la création de ce panorama. Donc on voit que là-dessus, même si c'est déjà pas si mal, hein, 57%, cette donnée-là, elle n'a pas énormément évolué. C'est le premier point. Et après, quand on demande aussi quels sont finalement vos pays contributeurs et puis même prioritaires, naturellement, c'est assez logique, c'est la France qui ressort. Et juste après, être assez loin quand même, les États-Unis, puis ensuite les autres pays sont finalement assez peu représentés. Donc voilà, peut-être qu'effectivement sur ce sujet, mais c'est pas si simple. Il y a encore un petit peu de chemin à faire. Pour autant, parce qu'il faut quand même aussi donner des signes d'encouragement, voilà, on voit et on identifie plein de sociétés aujourd'hui qui sont vraiment sur un chemin très très international. Et il n'y a pas de doute que voilà, ces sociétés-là vont faire bouger ce chiffre dans les années qui viennent. On n'en doute pas. Alors, les 3 nominés donc, de cette catégorie internationale sont Hivebright, Atem et Scality. J'invite donc Éric Morand, directeur de la division Tech et Services de chez Business France, à nous rejoindre pour remettre ce trophée international. Bonjour Éric. Bonsoir à tous. Est-ce que vous avez peut-être un petit mot pour introduire ce prix ? Tout à fait. Alors nous, on est d'abord très fiers d'être partenaire de ce prix depuis de nombreuses années, de participer à ce jury, de travailler avec Syntec Numérique, mais également Tech in France également depuis longtemps. On accompagne les éditeurs un peu partout dans le monde. On est très fiers d'avoir accompagné modestement Miracle, par exemple, ou l'UMAPS qu'on a vu sur scène juste avant. Et c'est vrai que l'international, les chiffres sont plutôt bons par rapport à d'autres secteurs. Près de 60% de chiffre d'affaires à l'international, c'est plutôt pas mal. Pour autant, on pourrait sans doute faire mieux. Alors, le contexte actuel ne simplifie pas les choses, évidemment. C'est pour ça que l'international, c'est mon autre message, n'a pas été oublié dans le cadre du plan de relance du gouvernement. Il y a vraiment un volet spécifique qui est dévolu à ce soutien à l'international. Il faut remobiliser les entrepreneurs pour se rendre à l'international. On peut faire beaucoup de choses en digital, parce qu'il n'y a plus beaucoup de salons, on ne peut plus prendre l'avion, comme chacun le sait. Mais pour autant, tout ne s'arrête pas. Donc on a à la fois dans ce plan un volet très important sur l'information sur les marchés. Il faut connaître, savoir quelles sont les opportunités, où et quand, pour y aller vite. Il faut également permettre de couvrir le risque qu'on peut prendre pour aller à l'international. C'est pour ça qu'il y a eu un doublement d'enveloppe, notamment sur tout ce qui est assurance prospection. Également un autre produit qui s'appelle le FASEP. Et puis il y a une aide aussi financière, des chèques relance export qui ont été lancés le 1er octobre. Vous avez peut-être entendu des spots radio depuis quelques jours. L'idée, c'est vraiment de permettre aux entrepreneurs de repartir à l'international, également sur des opérations, sur des séquences digitales, comme je le disais, et de bénéficier d'aides financières pouvant aller jusqu'à 2 500 € pour une opération. C'est limité à 50% des coûts éligibles. Mais en tout, c'est quand même une enveloppe de 31 millions d'euros qui est mise sur la table pour aider les entrepreneurs, les entreprises à repartir à l'international. Donc, plein d'outils à disposition pour... Plein d'outils pour repartir vite, avec un dispositif simple, fort, et qui va permettre de repartir rapidement pour l'ensemble des entreprises, PME, start-up et ETI. Merci beaucoup, Éric. Alors, on va remettre ce prix. Le suspense est à son comble. Qui a donc gagné le prix international? Roulement de tambour, suspense, ici. On a 3 beaux nominés. Le lauréat aujourd'hui est la société Hivebright. Bienvenue. Bienvenue à Jean Hamon et Amber Cooper-Jorez de Hivebright qui nous rejoignent pour recevoir ce prix. Merci beaucoup, merci à tous. Merci. Est-ce que vous aviez... oui, vous voulez un petit peu étoffer le merci ou ça vous suffit? C'est comme vous bien sûr, on est un petit peu timide, mais on est absolument ravis d'être là. Enfin, je parle pour moi, mais je suppose que Amber partage ses sentiments. On est absolument ravis d'être ici. On voit les lauréats, les nominés, et c'est phénoménal. Des jolies histoires. Ouais, c'est magnifique, et donc on est vraiment très fiers d'être ici. Je peux parler pendant des heures, mais je vais effectivement, ce prix international récompense un gros travail, mais surtout aussi une société qui est depuis le début très très internationale. On est aujourd'hui avec 90% de notre chiffre d'affaires qui se fait à l'étranger.
on a des gens radical. Ouais, c'est radical et ça a été. Je suis même pas sûr que ça a été un choix au départ. On avait besoin d'aller chercher des clients et le marché de la communauté était plus mûr dans d'autres territoires. Donc on s'est retrouvé très très vite à aller chasser à l'étranger. Et puis, une petite stat intéressante à laquelle je pensais ce matin, c'est qu'on a atteint à peu près 50 collaborateurs. On est maintenant bien plus, mais on a atteint 50 collaborateurs avec 23 nationalités représentées chez Hivebright. Donc, félicitations, bravo. Merci. Merci beaucoup. Alors, je termine juste avec une petite question. Est-ce que, justement, vous qui avez vraiment cette implantation internationale, est-ce que vous avez eu l'impression que la crise de la Covid a impacté différemment, par exemple, les marchés US et européens, de manière différente? Ouais, alors en fait, on est en termes de croissance, on est vraiment sur ce à quoi on s'attendait, ce qu'on avait planifié pour l'année. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que la croissance a été homogène à travers les différentes régions sur lesquelles on est implanté, aux US et en Europe, mais on a vu que sur le deuxième trimestre, c'est vraiment l'Europe qui a tiré le business. On a vu un très gros coup d'arrêt, ou en tout cas assez significatif aux US sur le deuxième trimestre, une réaction très rapide. Alors sur le troisième trimestre qui vient de se clôturer, là, on a au contraire les US qui ont tiré un petit peu plus le business, là où l'Europe marquait un petit coup d'arrêt. Et donc au final, on se retrouve à réaliser un petit peu la perf qu'on attendait, mais parce qu'on est dans l'effet de lissage. Et, tout à fait, exactement. D'accord, voilà. Super. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Bravo encore. Merci beaucoup. Merci. Allez, sans transition, on va passer à la catégorie trophée jeux vidéo et particuliers. Alors, les 3 nominés sont Plugin Digital, Quantic Dreams et Microids, Execo et Madbox. J'invite donc Benjamin Charbit, qui est vice-président en charge du financement du SNJC, le syndicat national des jeux vidéo, à nous rejoindre pour remettre ce trophée jeux vidéo et particuliers. Bonjour Benjamin. Bonjour. Est-ce que tu peux nous faire en quelques mots un petit point d'actu sur le secteur des jeux vidéo? Avec grand plaisir. Et puis une fois de plus, tout le monde est bien sûr très heureux d'être là, mais nous, le jeu vidéo, on a toujours cette volonté de nous rapprocher de nos grands frères éditeurs de logiciels. Ah ben voilà. Vous êtes au bon endroit. On est toujours très heureux de pouvoir nous associer à ce type de manifestation. Le jeu vidéo aujourd'hui, tout le monde sait que c'est gros, mais peut-être pas dans quelle mesure. Donc peut-être un rappel avec quelques chiffres. 3 milliards de joueurs dans le monde, 160 milliards de dollars de revenus, et la France qui représente 5 milliards d'euros de revenus, dont 2 tiers qui sont liés à la création de contenu. Ce que ça veut dire, c'est la première industrie culturelle dans le monde, et également en France, dans le monde depuis 2017, devant le livre, devant le cinéma, devant la musique. Donc on est toujours très fiers de rappeler ça, parce que souvent les gens pensent que c'est un loisir que seuls les enfants de 15 ans consomment, mais c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier élément. Ce que ça veut dire aussi spécifiquement pour la France, c'est que c'est clairement, vous avez cité Vaudou, Ubisoft, donc clairement un tissu industriel aujourd'hui qui est extrêmement dynamique, très concentré sur la production de contenu, plus que sur la distribution, vraiment sur la production de contenu, et avec du coup ces leaders que vous évoquez qui rayonnent véritablement à l'international. Là, ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est qu'on atteint un certain stade de maturité avec un vrai mouvement de fond, de concentration, de rapprochement entre les entreprises, mais en même temps, de vraies opportunités pour les investisseurs, et notamment pour les investisseurs en capital risque. On a assisté à de très belles levées de fonds, peut-être qu'on en parlera à un moment. Voilà. C'est possible. Eh bien, super. Merci pour cet éclairage. On va remettre donc ce prix Suspense, qui est donc le gagnant du trophée jeux vidéo et particuliers. Et le lauréat est Madbox. Ah bah, on sait. Merci tout le monde, merci à EY, au Syntec Numérique et à Tech-In. Et bien sûr, une pensée particulière à nos 60 Madboxers et à mes 2 associés, sans qui rien serait possible. Donc merci à vous pour ce prix, on est super fiers. Et Madbox, en fait, à la base, c'est né d'une ambition folle qui était créer des produits qui vont toucher des milliards de personnes à travers le monde. Rien et on se bat tous les jours pour le faire, avec une équipe de créatifs exceptionnelle
une équipe d'automation, parce que le gaming aussi, c'est un secteur technologique extrêmement poussé. Donc on a beaucoup d'investissements aussi en R&D de notre côté et des équipes grosses qui nous permettent de réaliser 97% de notre chiffre d'affaires à l'international aussi. Donc voilà, et 200 millions de joueurs qui font que ce rêve éveillé est possible. Super. Je crois que c'est justement Jean-Christophe qui avait une question par rapport à ça sur une trajectoire fulgurante, un objectif. Ouais, exact. J'avais 2 questions. La première, finalement, c'est un peu la même qu'on a posée tout à l'heure. On a récompensé finalement plein d'entreprises anti-crise ce soir. Avec la première, c'était en fait même chose. Pendant cette période, je crois que finalement Madbox a plutôt pas mal tiré son épingle du jeu aussi. On a tous téléchargé des jeux pendant la... Qui n'a pas fait? Tout le monde, tout le monde a levé la main. Non, oui, on va dire qu'il y a une double lecture de la situation du Covid chez Madbox. La première, c'est une très très grosse croissance avec un de nos jeux, Parkour Race, qui atteint 50 millions de joueurs pendant la période parce que les gens sont chez eux, ils vont continuer à se divertir et c'est un des loisirs qui est encore disponible. L'autre lecture, c'est qu'on est une société de créatifs, donc on est meilleur quand on est ensemble. Et le fait d'être à distance, le petit feedback derrière l'épaule, la petite synergie de la pause café, etc., qui sont des moments clés dans les industries créatives. Voilà, ça nous a manqué. Et on voit que dès qu'on a commencé à se déconfiner progressivement, il y a des nouveaux jeux qui ont commencé à scaler. Et le dernier en date était top 5 US le week-end dernier. Donc voilà, bravo aux équipes qui ont su se motiver à revenir au bureau pour créer des jeux. Bravo. Je sens vraiment la nouvelle génération des entrepreneurs, encore plus que l'année dernière, je trouve. Et du coup, la deuxième question, si ça te va, en fait, on parlait de Voodoo, une trajectoire incroyable en fait dans l'écosystème jeux vidéo. Comment tu vois Madbox dans 2-3 ans? Sachant qu'en fait, on sait que dans le jeu, ça peut aller très vite à la hausse et aussi à la baisse. Voilà, si on gère mal son portefeuille de jeux, etc. Voilà, comment tu vois Madbox? Si c'est pas à 2 ans, peut-être l'année prochaine, je sais pas. Déjà, on est très heureux parce qu'on est dans un écosystème français qui est rayonnant, avec des magnifiques acteurs qui portent l'industrie française. Dans les tops mondiaux des jeux. De notre côté, l'idée principale, c'est de continuer à se focus sur le développement de nouveaux jeux, créer les meilleures expériences pour nos joueurs. Et ça passe par recruter les meilleurs talents et développer les talents qu'on a en interne. Donc ça sera continuer la vision qui est créer nos jeux en interne avec les meilleurs mondiaux chez nous. Pour toucher 1 milliard de personnes. 1 milliard de personnes, on est en route. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Allez, on enchaîne avec notre dernier prix, le trophée prix du jury. Alors, le prix du jury, c'est un petit peu le prix coup de cœur du jury. Les 3 nominés dans cette catégorie sont Cardiologues, Sendinblue et Content Square. J'invite donc Franck Sebag, responsable du segment des sociétés de croissance chez EY, à nous rejoindre pour remettre ce trophée. Bonjour Franck. Bonsoir à tous. Comment ça va ? Ça va super. Moi, je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour exporter un petit peu d'optimisme. On en reparlera tout à l'heure, mais voilà, une partie de la réponse est dans la salle et derrière l'écran, c'est la dynamique et l'innovation qui peut probablement nous aider à sortir de ce moment qui est somme toute assez déprimant, mais regardons le côté positif des choses. On est sur le bon chemin. Tout à fait. Bon, on en parlera tout à l'heure, c'est vrai, lors de la table ronde à laquelle tu vas participer d'ailleurs. Tout à fait. Et si on dévoilait le gagnant de notre prix? Alors, qui est le gagnant du trophée prix du jury? Suspense. Derrière vos écrans. Et le lauréat est Cardiologues. Alors. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Yann Fleureau, tu es le cofondateur et CEO de Cardiologues. Exactement, donc j'imagine que la plupart d'entre vous ne sont pas familiers avec ce que fait Cardiologues, à tort peut-être. Pas encore. De manière très simple, la mission de Cardiologues, c'est de démocratiser l'accès au meilleur de la cardiologie avec de l'intelligence artificielle et du cloud, qui sont les 2 briques de base. Donc quand on a commencé Cardiologues, on avait cette idée un peu folle qui consistait à dire dans le futur, en fait, les meilleurs cardiologues du monde, en fait, ils seront automatisés. Et tous les patients dans le monde, indépendamment de leur richesse, de l'endroit où ils se trouvent, auront accès en fait au meilleur de la médecine. Donc on a commencé, donc c'est un vaste sujet. Donc on a commencé par un sujet très spécifique qui est l'automatisation de l'analyse de l'électrocardiogramme, qui est l'examen qui mesure l'activité électrique du cœur.
qui en fait, avant Cardiologues posait problème. On pose toujours problème dans la mesure où on a encore beaucoup de clients à aller chercher. Mais très simplement, aujourd'hui, je vais prendre un cas très simple. Un patient qui va faire une syncope en France, par exemple, ou un AVC, va se retrouver devant chez le cardiologue. Et l'examen qui va être réalisé va consister à enregistrer son ECG pendant une durée plus ou moins longue. Et typiquement, en France, on fait 24-48 heures. Pour une raison principale, les cardiologues n'ont pas le temps de lire des données qui vont chercher beaucoup plus loin. Parce que ça leur prend déjà 20-25 minutes de lire un enregistrement de 24 heures. Et donc, le produit qu'on a développé partait du constat que ces 25 minutes, elles sont passées à se battre contre les algorithmes qui disent plein de bêtises et contre une ergonomie qui n'a pas vraiment évolué depuis 1997, parce qu'il y a eu une accélération du diagnostic dans les années 80-90 et depuis plus trop. Donc le marché aujourd'hui, c'est des logiciels client-based dont la licence est attachée à un ordinateur. Donc par exemple à Lyon, il y a une infirmière qu'on connaît bien, tous les matins, elle prend la voiture, elle fait le tour des 3 sites pour récupérer toutes les cartes SD. Donc voilà. Enfin, aujourd'hui, c'est l'état du logiciel médical en cardiologie dans un des pays les plus avancés au monde. Et là, Cardiologues arrive. Donc voilà, Cardiologues, c'est pas compliqué, c'est une solution en SaaS qui automatise complètement le diagnostic. Alors, complètement, pas complètement encore, mais on divise déjà par 5 le temps passé par les médecins pour faire un diagnostic. Donc on multiplie par 5 le débit de patients qui peuvent être traités. Donc on a lancé d'abord Cardiologues aux États-Unis, puisque c'est un marché pour plein de raisons qui est plus développé que le marché français. Ça aussi, c'est intéressant par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur l'international. Vous avez commencé par les États-Unis. Oui, parce que c'est un marché qui dépense 1,5 milliard pour lire des ECG ambulatoires. Donc ces enregistrements de très longue durée. Ça fait longtemps qu'ils font des tests de plus de 48 heures, parce qu'ils ont compris que c'était très important. Parce que plus on enregistre longtemps, plus on augmente la probabilité de trouver la cause de la syncope. Et donc ils ont des plateaux techniques avec des centaines de techniciens qui lisent des ECG toute la journée. Donc on a commencé par aller automatiser ce marché. Et maintenant on lance depuis 3 semaines Cardiologues en France, auprès des cardiologues en direct, puisqu'on n'a jamais industrialisé le diagnostic en France. Donc nous, on a vocation à permettre à un marché comme la France, en fait, de virtualiser complètement son offre de diagnostic sans passer par la case de création d'industrie de services, quoi. Et je crois, Yann, qu'il y a une très très grosse actualité en ce moment pour vous, non? Alors il y en a plusieurs, mais effectivement, au-delà du lancement en France, on a eu la chance de recruter 2 board members américains de premier plan pour nous aider dans la prochaine étape de Cardiologues. Donc notamment Rick Anderson, qui est l'ancien chairman de J&J, qui est la plus grosse entreprise du monde en médecine, si vous voulez, et Mark Toland, qui plus récemment était le CEO de Corindus, qui était une société globalement qui automatisait certaines procédures chirurgicales en cardiologie, qui a été cédée à Siemens pour un peu plus d'1 milliard de dollars. Et donc là, ça fait 1 an, il commence à s'ennuyer, donc on va recruter au board chez nous. Parfait. Et donc voilà, ces 2 recrues ont vocation à nous aider à passer à la prochaine phase de Cardiologues. On a 2 objectifs chez Cardiologues. Pendant longtemps, on en avait 3, maintenant on en a plus que 2, c'est plus facile. Le premier objectif... Toucher 1 milliard de personnes, non? Voilà, exactement. Alors, c'est la croissance commerciale du produit qu'on a lancé aux États-Unis d'abord et maintenant en France. Il y a encore plein de choses à faire. Ouais. Et deuxièmement, maintenant, c'est d'aller étoffer notre ligne de produits. Parce qu'aujourd'hui, finalement, on sert le cardiologue, mais la vocation de cardiologue, c'est de servir la cardiologie. D'accord. Et dans le futur, la réalité, c'est que la cardiologie va être le précaré et possédé par de plus en plus de stakeholders, dont le patient, notamment par l'introduction d'objets connectés, de montres. Vous avez sûrement vu les pubs d'Apple pour la fonctionnalité ECG. Aujourd'hui, toutes ces données, il y a des millions de personnes aujourd'hui qui ont des ECG à leur montre, mais les cardiologues n'ont aucune solution pour gérer ces données de manière intelligente. Donc, une de nos prochaines étapes, notamment, ça va être maintenant de réaliser notre rêve et notre mission, qui va être d'apporter la cardiologie maintenant le plus près possible aux patients, après avoir, dans notre première étape, résolu le problème du cardiologue. Step by step. Super. Voilà. Merci beaucoup, Yann. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les 2. Alors après le suspense et les paillettes, merci beaucoup Jean-Christophe, on va passer à l'inspiration et aux perspectives avec une table ronde qui s'annonce passionnante. Alors, quelle perspective de relance après cette crise, encore en cours d'ailleurs? Et puis, comment est-ce qu'ils l'ont vécu? Quelles sont les opportunités que eux, ils ont pu détecter? Et puis, plein d'autres questions qu'on va avoir grand plaisir à leur poser. Je propose à Grégory Pascal, Antoine Watine, Karine Picard, Franck Sebag et Cyril Malargé de me rejoindre pour cette table ronde. Merci Jean-Christophe. On va poser les micros. Hop. Hop. Bon, je vais quand même enlever ça, ça sera plus joli. Hein. Excusez-moi, mais pour la vue d'écran.
Voilà. Elle est carrée, hein? Oui. La table. Oui. Eh bien, c'est parfait. On a bien les distances de sécurité, donc on peut enlever nos masques. La procédure est bien respectée. Alors, avant de parler de ces perspectives de relance, ce que je vous propose, c'est que vous nous racontiez en une phrase comment est-ce que vous avez vécu cette crise, à la fois côté business et puis côté organisation. D'abord, je vous propose côté business. Grégory, par exemple. Alors, moi j'agis dans différents domaines, le service sur certaines boîtes et le logiciel. J'aurais tendance à dire que sur le business, finalement, mais c'est pas un mot, hein, déjà, mais ça a été plus consistant, en fait, plus résilient, en fait, sur le business. Très bien, résilience, on retrouve le mot de Jean-Christophe. Cyril. Oui, en fait, moi, ça a été quand même une météorite qui est tombée sur Terre, je trouve. Ouais. Pour nous, on est passé une situation où on était très très en proximité, très connecté. Une situation où on s'est retrouvé très en distance. Et donc, sur le plan RH, malgré tout, ça a été une aventure extraordinaire. On s'est rapproché de nos collaborateurs. C'est vrai pour le software comme pour le service. Et sur le plan business, résilience sur le software aussi, plus difficile sur le service. Voilà. Ouais, donc il vaut mieux être cœur de métier, en fait. Je crois que c'est un petit peu ça l'idée. Le fait d'être au cœur du métier permet cette résilience. Il faut être cœur de métier avec des business models qui supportent les à-coups, quoi. Et typiquement le SaaS, les abonnements, plus que le service à faible valeur ajoutée. Tu confirmes les chiffres qu'on a pu voir tout à l'heure de l'étude concernant le SaaS et sa capacité à amortir. Oui, c'est une évidence. Ouais. Karine, bonjour, ravie de t'accueillir. Je sais qu'il y avait... Toi, tu avais plutôt une problématique de développement du newbies qui était peut-être un petit peu compliquée avec cette crise et cette ambiance tellement particulière qu'il y a pu y avoir pendant le confinement. Oui, parce que nous, on clôturait en mai, donc notre dernier trimestre, 50% de chiffre d'affaires, mars, avril, mai. Donc, en fait, là, on était dans la course. En fait, tout était initié. Les affaires, elles se sont signées parce qu'on était dans l'entrain et dans la continuité. Ça pouvait se faire à distance. Et on a eu un très très bon trimestre en fait parce que c'est plus du cloud aussi. Mais c'est vrai qu'après pour réinitier des affaires quand on connaît pas les gens, d'appeler, de tomber sur des standards où il y a plus personne, il faut avoir les portables des gens, il faut connaître les gens et je trouve que créer l'intimité avec des gens qu'on n'a jamais rencontrés, c'était beaucoup plus difficile, surtout que nous quand on adresse les directions métiers, direction financière, direction RH, on en parlait tout à l'heure. Ils étaient dans des problématiques monumentales et d'urgence à gérer. Et donc, les adresser quand on les a jamais rencontrés, c'est là où c'était très compliqué, juste après, je dirais, de juin à août. J'imagine que c'est quelque chose que vous avez dû également tous ressentir et vivre. Franck, toi, tu m'as parlé, dès les premiers jours du confinement, de webcasts qui ont été mis en place pour les clients. Nous, notre sujet, on est un cabinet de conseil. Donc, vous imaginez que quand il y a une crise, la première chose qu'on coupe, c'est les conseils. Bizarre comme ça. Mauvaise idée. Donc on a 4 métiers, évidemment. On a de la résilience, qu'on a du récurrent, mais on a aussi des missions qui sont quand même très consulting. Et pour autant, notre vrai sujet, c'était de continuer à être en capacité d'interagir avec nos clients. Et ce qu'on s'est dit, c'est la meilleure manière d'interagir, c'est dès le lendemain du confinement, on a commencé à mettre différents webcasts pour interagir. Et c'est des webcasts qui ont réuni 300, 500, 600, 700 personnes. Ça a été très vite, avec des choses très pratiques. Donc nous, on s'est recentré sur les clients. Et, quel genre de thématique il y a eu par exemple ? Alors c'était à la fois très comment on gère le chômage partiel. Ouais. c'est bête, mais en fait, ce qu'il faut en fait se remettre dans l'idée qu'on était face à un signe noir, donc bien théorisé par Nassim Nicolas Taleb. Le truc qui arrive, qu'on n'a pas anticipé, qui est d'une puissance extrême. Et la question, c'est est-ce que nos organisations étaient antifragiles ? Est-ce qu'on avait une capacité de résilience ? Et est-ce qu'on avait une capacité de se réinventer, Et donc voilà, donc on avait d'un côté nos clients qui étaient dans l'expectative, et donc on a eu notre rôle qui était plus lié à notre tagline, Building a Better Working World. Donc on a joué notre rôle sociétal en disant, à minimum, soyons en interaction avec nos clients, soyons à leur côté. Et donc on a d'abord fait cela, et évidemment en parallèle le sujet était plutôt de soutenir nos collaborateurs qui sont passés en full remote du jour au lendemain, ce qui est moins compliqué dans les cabinets de conseil, mais pour autant ça pose quelques questions de management qui sont pas neutres et qui sont intéressantes.
C'était un peu cette histoire de webcast, une autre manière de créer de la proximité qui était un petit peu votre Donc nous, problématique. Nous, on clôture au 30 juin. Donc en fait, on avait fait la moitié de l'année. Mais au-delà de ça, quand vous êtes dans une activité qui nécessite de réamorcer le pipe, on a beaucoup de missions qui sont arrêtées du jour au lendemain, hein, tout simplement en disant bah non, il n'y a plus personne. Donc voilà. Donc il faut se réinventer. Et donc on a été se rendre utile. Et puis on s'est serré les coudes. Et puis on a été auprès de nos clients, parce qu'à la fin des fins, un bon conseil, c'est aussi celui qui est près de vous, même quand ça va mal. Surtout quand ça va mal, d'ailleurs. Surtout quand ça va mal. Ouais, c'est vrai. Surtout quand ça va mal. Donc voilà, c'était notre rôle un peu. On a basculé. Et puis à part en fait les webcasts qui étaient très très pratico-pratiques, on a aussi donné un peu d'inspiration. On a eu pas mal de webcasts avec des philosophes, avec des historiens, pour redonner de la perspective, parce que encore une fois, regarder le court terme est assez noir. Donc voilà, on a essayé d'exporter un peu d'optimisme. Prendre un peu de hauteur, sortir de l'urgence dont tu parlais tout à l'heure. Super. Et côté organisation, justement, organisation du travail, quand on a préparé cette table ronde, tu parlais de cette connexion aussi, de la recherche de connexion et de communication avec les collaborateurs. Alors oui, chez Cégide, on a mis, c'était un vrai choc, 3000 collaborateurs à peu près en télétravail en une semaine à peu près. Donc effectivement, ça a nécessité de faire beaucoup de connexions très rapidement avec eux. Donc au niveau de la direction générale, c'était pratiquement une conférence ou un meeting avec tous les collaborateurs et tous les managers, donc 2 conférences par semaine pour bien maintenir le lien. Ça, c'était très important. Ça, c'est inédit. Voilà, c'est inédit. Donc pour revenir à la question business, donc après s'être préoccupé effectivement de la santé de nos collaborateurs, de s'être préoccupé de la continuité de service pour nos clients. Sur la partie business, on a très vite réfléchi pour se concentrer sur ce qu'on pouvait vendre dans ce contexte-là. Et non pas s'éparpiller, mais se concentrer sur les offres qui répondaient bien à la problématique qui se passait. Je peux donner un exemple. Par exemple, on a un marché très important chez Cégide qui est celui d'équiper les experts comptables en outils informatiques. Les experts comptables eux-mêmes en relation avec leurs clients, souvent des TPE, pas toujours outillé, mais le cabinet d'expertise comptable qui était en SaaS avec un portail collaboratif et qui pouvait adresser son client de manière automatisée était bien mieux outillé que celui qui ne l'était pas. Bien Donc sûr. On a très rapidement, par exemple, mis en place des offres qui permettaient aux experts comptables qui n'étaient pas encore en SaaS de pouvoir l'être extrêmement rapidement, en une semaine, 15 jours, pour pouvoir leur permettre de pouvoir faire des conseils en PGE, des conseils en activité partielle très rapidement vis-à-vis de leurs clients, essentiellement TPE, PME. Réussir à se réinventer, hein, c'est un petit peu le mot clé. Alors, tu étais déjà en plus sur les opportunités qu'a pu apporter oui, après, on peut réfléchir plus profondément sur le moyen terme et qu'est-ce que va changer cette crise, etc. C'est effectivement ce que j'avais évoqué aussi. Ouais. Et justement, sur la partie de connexion avec les équipes, de proximité. Alors, il y a la proximité avec les clients, mais il y a aussi la proximité avec les équipes. Et quand on en avait discuté, c'était intéressant, toutes ces petites initiatives de connexion. Je me souviens d'une chaîne Pause Café dont tu m'as parlé. Alors, c'est des petites anecdotes, mais je trouve qu'ils donnent bien l'état d'esprit. Et puis dans lequel on s'est sûrement tous retrouvés d'ailleurs. Oui, enfin, c'est vrai qu'on s'était tous dit la spontanéité du contact, d'échange était compliquée. Donc nous, on utilise Slack comme outil collaboratif. Et tout de suite, moi, j'avais fait des webcasts toutes les semaines aussi avec mes employés. Et après, on s'est dit, il faut que les gens puissent échanger sur tout et n'importe quoi, parce que ça devient tellement rationalisé sur tel deal, tel sujet. Tout était millimétré entre les conférences, il faut de la spontanéité. Quand ils veulent, en fait. Quand ils veulent. Et on a créé cette chaîne, et c'est vrai que les gens partageaient des livres, du ciné, plein de choses, des trucs pour aider leurs enfants à l'école. Enfin, c'était extrêmement sympa. Et moi, je pouvais aller rebondir et voir un petit peu l'ambiance aussi, le mood des gens, sentir ce qui se passait, parce que quand on n'est pas sur le terrain, qu'on ne peut pas se passer dans les open space, qu'on ne peut pas voir le moral des gens, cette chaîne me permettait aussi de sentir quels étaient les sujets de préoccupation des employés en fonction des questions qu'ils posaient. Et elle a perduré, puisqu'on est toujours en télétravail, nous. Elle perdure et c'est vrai que c'est un sujet. Maintenant, on travaille pour avoir... les gens se mettent en disponibilité, c'est-à-dire ils disent on a une chaîne qui tourne en permanence ouverte et qui dit je suis disponible 10 minutes et là les gens peuvent se connecter, prenons un café et comme ça les gens peuvent avec des gens qui ne voient plus ou avec qui ils ne travaillent pas
parce que cet élément de surprise et de hasard, c'est quelque chose qui manque beaucoup. Et je pense que dans l'édition de logiciels ou de services, il y a beaucoup de business qui se fait parce qu'on parle à des gens, parce qu'on est au courant de ce qui se passe, l'informel, dans nos business surtout. Et cet informel manque aujourd'hui. C'est ce que vous partagez aussi ? Oui. Bah ouais, et par exemple chez Soprasteria, on n'est pas dans une société qui a structuré sa redescente d'information. Hein. On est plus dans la formation horizontale que la formation verticale, hein, pour être tout à fait clair. Et là, du coup, c'est un problème. C'est un problème parce que l'information horizontale n'existe plus. Et du coup, on en revient à recréer une information verticale, mais qui ne colle pas à la culture de l'entreprise. Et donc, à un moment donné, je lisais partout, ouais, le télétravail, c'est absolument génial, etc. Bah, nous, c'était pas la panacée quand même, le full télétravail. Et typiquement, quand on est revenu, bah, finalement, d'eux-mêmes, nos collaborateurs sont revenus assez massivement sur le site pour retrouver cette information horizontale qu'ils avaient perdue, en fait. Alors, il y a eu la phase de confinement et puis il y a la phase de déconfinement. Alors moi, la sensation que j'avais en vous posant la question, c'est que vous alliez me dire que c'était une très bonne nouvelle pour les collaborateurs et qu'ils seraient ravis, etc. Et en fait, c'est marrant, quand j'en parlais avec Grégory, toi, tu me partageais un autre... Ouais, en fait, si on regarde un peu, c'est en fait, il n'y a pas cette année, bon, qui va être quand même sacrément spéciale. Sacrément spéciale. En fait, il y a plein de phases. En fait, si on découpe les phases dans la phase de Covid, il y en a plein. Il y a eu cette espèce d'hypercute du confinement. On s'est tous retrouvés chez nous, même si on était habitués à faire du télétravail. C'est pas pareil d'être enfermé chez soi, les enfants, etc. Ça a été un peu un uppercut, mais finalement, de toute façon, on n'avait pas le choix, donc il fallait retrouver des cycles, etc. Il y a la phase de déconfinement qui a été quand même très compliquée à mettre en œuvre, où il y avait 10 à 15% des gens à peu près qui voulaient vraiment revenir, mais il y en avait plein qui ne voulaient pas vraiment revenir, qui n'étaient pas complètement prêts. Les entreprises aussi se posaient des questions. Il y a eu cette phase d'été où tout le monde a un peu lâché la bride en disant bon, c'est pas grave. C'est les vacances. C'est un peu les vacances, on va souffler après tout ça, mais on va revenir en septembre dans un cadre complètement sécurisé, on va revenir au taquet et puis c'est reparti. Et là, on revient en septembre dans une espèce de truc qui est peut-être encore le plus dingue en fait de ces phases-là, où tu sais pas trop, il y en a certains qui sont effectivement en souffrance de ne pas avoir ce que j'appelle le brainstorming, la machine à café, donc c'est amusant ce moment où effectivement il y a de l'échange, de la transversalité, d'autres qui sont finalement très à l'aise dans ce cadre-là, et avec toutes les incertitudes qui viennent on top, et beaucoup d'angoisse, moi je sens quand même aussi, donc il faut rassurer ces angoisses. Je dis souvent, en fait, dans la pyramide de Maslow, le deuxième étage, c'est la sécurité. Et aujourd'hui, on est quand même dans une zone d'insécurité sociale, sanitaire, d'interaction financière. Et donc, on est dans une autre phase à nouveau. Et j'aurais tendance à dire que finalement, les 4 qui viennent de se succéder en 7-8 mois ont toutes vraiment leur dimension et leur spécificité. C'est très compliqué de les comparer et de prendre ça dans un ensemble si on n'intègre pas cette particularité. Et justement, dans cette période de doute, d'insécurité dont tu parles, quelles sont quelques clés ou quelques actions que vous imaginez mettre en place et qui pourraient permettre que ça se passe le mieux possible ? Est-ce que c'est encore des histoires de proximité, justement, pour réussir à... je ne sais pas si vous avez des... Peut-être parler de la proximité. C'est-à-dire que nous, chez EY, on n'a jamais fait autant de réunions, je crois. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on en ligne ou physique ? Alors, au départ, en sortie de confinement, elles étaient mixtes parce que, encore une fois, vous vous souvenez que quand on sortait de confinement, quelle était la bonne taille de réunion ? Au début, c'était 50, puis 30, puis 10. Et puis, on a découvert aussi un truc génial, c'est que là, on est super bien équipé. On est à la fois en fait en physique et à distance. Mais quand vous faites une conférence call avec, en tout cas une conférence avec vos collaborateurs où la moitié est en conférence et le reste est dans la salle. En fait, on s'est rendu compte qu'on n'était pas ultra bien équipés, parce que bien sûr, les grandes salles sont super. C'est partagé. La salle du conseil d'administration, la grande salle, il y a toujours une grande salle qui est super bien équipée avec une super caméra. Mais quand en fait, tout le monde a commencé à faire ce type de sujet, bah là, la techno ne marchait pas vraiment bien. Donc là aussi, on s'est pris un petit coup de stress en se disant mais ça ne marche pas. Et en fait, on a rebasculé pas mal de nos conférences, pas mal de nos réunions avec nos collaborateurs. On a rebasculé en fait en digital parce qu'en fait, c'était pas gérable. Et après, ce qu'on a remis en fait en place, c'est des plus petites réunions en plus petits groupes. Et là, on a essayé de faire en sorte que nos collaborateurs reviennent. Parce que ce que tu disais, c'est on a eu différentes phases et on avait des gens qu'on a un peu perdus de vue.
On les appelait, mais ils ne voulaient pas revenir. Donc on a, à un moment donné, sifflé la fin de la récré pour dire, bon... rassurer. Alors on a rassuré, et puis après, bon, on est employeur, et en fait, il faut un jour revenir au bureau parce qu'on a besoin de se voir. Et donc on a dit à nos collaborateurs qu'il fallait qu'ils reviennent de chez leurs parents, que c'était bien d'être en Normandie, mais qu'à un moment donné, il fallait qu'ils reprennent un appart à Paris. Donc on a insisté pour qu'au moins ils reviennent nous voir et qu'on ait des points de connexion. Donc le 2-3 jours en télétravail, c'est bien, mais le 100% de télétravail, dans la chaîne de management, pour faire du business, pour innover, pour réfléchir, et nous on est très cross-service line, on parle entre tous les métiers, on a plusieurs métiers chez nous, et le processus d'innovation, de création, d'émulation se fait, même si on a fait des e-cafés, on a tous fait ces e-apéros ou des e-cafés, voilà, on a tous fait ça. En fait, on a eu besoin de physique, donc on a eu du mal à les faire revenir. Et aujourd'hui, on a trouvé un modèle où, avec 50% des collaborateurs qui sont dans nos différents bureaux et à la Défense pour le plus gros, on arrive à retrouver une forme de convivialité et on essaye de faire beaucoup d'entretiens individuels pour prendre la température avec quand même des gens qui ont vécu quand même cette période de manière très très mal. Encore une fois, on a beaucoup de jeunes parents, mais faire le confinement avec 2 enfants qui n'allaient pas à l'école, ça pose des vrais problèmes. Donc on a accompagné ça. On confirme, on confirme. Moi, les miens sont grands, donc j'ai eu de la chance. Mais voilà, c'est un vrai sujet. Donc voilà, le sujet en fait managérial a été a pris beaucoup de temps en fait à l'ensemble de l'équipe de management de DY. On avait nous des réunions journalières de notre comité opérationnel. Moi, je suis plutôt côté audit, mais on avait une réunion par jour pour vérifier que tout allait bien. On avait une réunion par semaine par BU, une réunion par semaine avec nos managers, une réunion par semaine par les seniors. Et quand vous mettiez toutes ces réunions cumulées pendant la période, en fait, on passait notre temps à parler à nos collaborateurs. C'était super. Mais voilà, il faut vraiment passer à une nouvelle étape et il faut revenir en fait aux vraies choses aussi. Merci. Alors justement, pour parler de nouvelles étapes, on va passer à notre sujet central, les perspectives de relance. Et ça commence par une vraie capacité de résilience de notre secteur. C'est ce qu'on a pu déjà voir avec les chiffres que nous a partagé Jean-Christophe. Qu'est-ce que vous avez aussi identifié comme élément de résilience dans vos secteurs? Antoine, par exemple? Alors nous, très rapidement, chez Cégide, on devait être vers le mi-avril. Vous voyez, c'est assez rapide. On a très rapidement rebalayé toutes les cartes. On est sur 5 marchés différents, experts comptables, les directions financières avec les offres de fiscalité, la paie, RH Talent, le monde du retail, et puis les ERP généralistes. Donc on a 5 marchés avec des difficultés plus... On sait bien que sur le monde du retail, ça a été plus compliqué que dans le monde de la RH ou de la fiscalité ou de la finance. Mais très rapidement, on a redescendu effectivement tous ces marchés, toutes nos offres par rapport à ces marchés à la lumière de la crise qu'on était en train de traverser. Pour savoir, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite pour rendre service à nos clients et en plus saisir des opportunités pour nous. On a très rapidement aussi, pas que à court terme, mais à moyen terme aussi, qu'est-ce que ça va changer après pour savoir s'il fallait qu'on revoie toutes nos offres et puis leur valorisation par rapport à nos clients. Donc ça, on l'a fait dès le 14 avril, tout de suite, et puis au fil de l'eau, on ajustait effectivement tout ça. Mais ça, c'était très important pour effectivement rebondir le plus rapidement possible, ajuster. On voit bien qu'on n'est pas complètement sorti, mais ajuster aussi. Je partageais complètement ce que vous avez dit. On est vraiment en position de calage. On a fait revenir tout le monde au bureau. À la sortie des vacances, on a remis un peu du mixte pour ajuster effectivement tout ça. Et à chaque fois, on réajustait effectivement toutes nos offres par rapport à la réalité de ce qu'on vivait. Et est-ce qu'il y a eu des tentatives de renégociation de certains clients sur des contrats ou des... Ça fait partie très rapidement. Là, on a mis le holà très rapidement. C'est-à-dire dès le début, pratiquement, il y a eu des tentatives, évidemment, mais on s'en est saisi. On a d'ailleurs partagé dans nos organisations professionnelles. On a tout de suite vu ce que pouvait apporter la médiation du crédit, etc., dans cette affaire-là. Mais très rapidement, on a mis le holà. On ne se substituait pas au gouvernement, à l'État. Très rapidement, ils ont pris les choses en main avec les PGE, etc. Donc, c'est une posture assez ferme, en fait. En plus, parce que si on casse la chaîne des règlements, etc., si on ne nous paye pas, on ne paye pas nos fournisseurs, etc., etc., etc. Et ça peut très vite rentrer dans un schéma très compliqué. Donc, très, très rapidement, on a été extrêmement
je dirais dur, mais extrêmement vigilant là-dessus, en disant que c'était pas à nous à se substituer à l'État, qui faisait déjà beaucoup de choses avec ces mesures. Donc c'est une audace qu'on peut se permettre. C'est intéressant pour tous les entrepreneurs aussi qui nous écoutent de se dire oui, on peut décider d'avoir une posture assez ferme sur ces sujets. Ça dépend quand même, je vois qu'il y a Franck qui hoche un peu la tête, mais ça dépend quand même vachement de la structure de ton business. Il est évident que dans les business de services notamment, il y a eu ça a débranché. Emmanuel Macron a annoncé ça, 2 minutes après on a eu les premiers emails. Moi je dis pas qu'il y a eu des négociations, c'est qu'on a nous on est en pur consulting, ça s'est arrêté. On suspend le projet. Mais voilà, mais je vous entends, hein, je vous entends bien. Évidemment, voilà, mais c'est toute la beauté d'un modèle en fait, avec du récurrent, avec de l'abonnement, même s'il y a beaucoup de services derrière. Et moi, je suis plus un observateur, puisque même si je fais partie d'un grand cabinet de conseil, je suis avant tout ici en tant que spécialiste du secteur de la tech. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet de business model et il y a c'est un vrai révélateur de résilience. Qui est résilient, on en parlera tout à l'heure, mais en fait, la crise n'a pas été vécue de la même manière selon votre secteur et même dans un secteur selon votre business model. Et évidemment, on est plus fort lorsqu'on a des contrats qui sont récurrents. Et vous avez raison. Et vous aviez la bonne position. Mais c'est vrai que selon en fait le grand champ en fait du logiciel, on peut avoir plus ou moins de force. Mais on a connu ça aussi parce qu'on a aussi un peu de consulting pour accompagner la mise en place de nos produits. Effectivement, quand un projet s'arrête et que nos consultants ne peuvent plus aller délivrer, forcément, là, on ne peut pas faire grand-chose. Mais sur là où on peut être vigilant et on peut avoir cette posture, il faut l'avoir parce que sinon ça peut être très, très grave pour la suite. Ça marche. Karine, quand on a parlé ensemble de résilience, il y a une phrase qui m'a beaucoup plu. Tu m'as dit on est sur un sujet porteur car ça va permettre aussi à d'autres de s'en sortir. C'est vraiment l'idée qu'on est dans une chaîne en fait, un ensemble. Il y a une connexion entre tous les acteurs et c'est ce qui fait aussi la résilience. Oui, c'est vrai que nous, on était parfois dans une position de force aussi. Bon, on a quand même essayé d'aider certains de nos clients parce que c'était très difficile pour eux. Et on a la trésorerie pour pouvoir aider. Je veux dire, ça ne se serait pas compris de part de certains clients que nous, avec la trésorerie qu'on a, certains industriels de l'hospitalité, du transport aérien et autres, demandent des reports et qu'on ne puisse pas les faire. Donc c'est vrai que sur certains business models, on a essayé d'aider. Mais c'était important pour mes employés aussi. Je pense qu'ils ont trouvé pratiquement un sens, encore plus de sens à ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire qu'ils étaient peut-être déconnectés de l'utilité de vendre des logiciels, RH, de RP, etc. Parfois, on est dans son truc, on vend, on est dans une société extrêmement commerciale, agressive, on travaille au trimestre, il faut faire tel chiffre, etc. Et finalement, les gens, pendant ce confinement, ils ont vu des histoires, parce qu'on a commencé à pousser des histoires de ce qu'on faisait. Par exemple, il y avait l'hôpital du Mount Sinai à New York qui a déployé notre solution RH pendant la grosse crise de New York où il y avait tant de morts. On a fait ça aussi avec la Poste italienne qui a envoyé des milliers de colis. Donc on a commencé à expliquer ce que nos technologies permettaient de faire et la finalité qu'on n'expliquait pas forcément avant. Avant on disait on est plus fort, on est plus puissant, on est plus rapide, on est plus tout. Mais là d'un coup on a mis du sens sur toute la technologie. Et j'ai trouvé que ça avait aidé aussi les employés à avoir du positif dans cette période et à être un petit peu moins matérialistes aussi. Et je pense que maintenant, ils abordent les clients aussi dans ce sens. Comment on peut vous aider quelles sont vos priorités donc ça a humanisé aussi beaucoup ce qu'on faisait. Et je pense qu'Oracle n'est pas forcément connu pour la boîte peut-être la plus humaine qui soit, de nature. Mais ce n'est pas le cas des employés, mais je pense que la crise l'a vraiment humanisé ce qu'on faisait. Et ça, je pense, c'est aussi un retour d'expérience intéressant pour d'autres entrepreneurs. C'est une piste, en tout cas, le storytelling, montrer la finalité, en quoi est-ce qu'on se positionne comme un adjuvant de son client final pour créer ce lien. Parce c'est un peu du marketing, parce que le storytelling, ça fait pas mal d'années qu'on essaye tous d'en faire, d'amener de l'émotion à nos clients, etc. Mais là, c'était pas du fake, quoi. C'était proche des gens et de ce qu'ils vivaient. Donc, encore ce sujet de proximité, en fait. On le retrouve à tous les niveaux.
On parle de résilience. Alors, donc là, je crois que clairement, on arrive à cette conclusion qu'il y a une véritable résilience du secteur. Maintenant, est-ce qu'elle a été perçue comme telle par les acteurs du financement? Et là, je me tourne vers toi, Franck, qui connaît particulièrement bien le sujet. En fait, plusieurs éléments intéressants. Quand on rentre, alors je vais faire comme Jean-Christophe, on a plein de data, mais on va en sortir quelques-unes. Mais moi, il y a quelques chiffres qui m'ont... en fait, en regardant l'axe SaaS, parce que c'est l'axe qui a beaucoup bougé, et c'est intéressant de regarder, et je me suis intéressé à voir comment avaient bougé les multiples dans le SaaS aux États-Unis entre le Covid et maintenant. Donc, on parle souvent de multiples d'ARR pour la valorisation, donc de multiples de revenus récurrents annuels. Et en fait, excusez-moi, on va faire un test derrière l'écran et dans la salle de combien a progressé en fait les valorisations depuis le Covid dans le SaaS selon vous entre la période du Covid et maintenant, un chiffre en pourcentage en moyenne. En France ou aux États-Unis en fait, sur les boîtes cotées. Au moins plus 30, 40. Allez, 58%. 58% de progression en fait des sociétés qui sont valorisées en mode SaaS. Vous l'avez vu. Et en fait, là aussi, en fait, les multiples ont juste explosé. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une grande théorie, alors on en a débattu, moi ma lettre préférée en ce moment pour expliquer la sortie de crise, c'est pas le L, c'est pas le W, c'est pas le V, c'est le K, c'est le vrai K. Pourquoi ? Parce que cette crise a encore une fois démontré que dans chaque crise, il y a des opportunités, certains s'en sortent. Alors c'est vrai que la pente du K, en fait, ceux qui s'en sortent, c'est pas grand monde, mais finalement, quand on regarde le financement, on sort là, on a sorti tout à l'heure nos chiffres sur les introductions en bourse, on a un baromètre trimestriel. Les chiffres aux États-Unis et en Asie sont juste incroyables, aussi sur les introductions en bourse. Et les premiers secteurs sont quoi ? Sont la tech et la santé. C'est complètement logique. Donc la bourse a finalement très bien marché. Les GAFAM, pour ne parler qu'elles, ont beaucoup progressé, mais là on est plus dans le logiciel. Qu'importe, on va se concentrer sur les boîtes de SaaS. Le troisième point, en France, là aussi on a un super baromètre avec une super licorne. Donc tout à l'heure on parlait de licorne, mais j'adore cette licorne. On a un baromètre du capital risque, et là aussi on l'a sorti au 30 juin. 50% des levées de fonds en France se sont faites sur des boîtes de logiciels. Évidemment, le mode SaaS c'est le sujet le plus qui revient en fait le plus. Et finalement, en conclusion de tout ça, oui, ça a été résilient. Les chiffres sont en progression. On a parlé tout à l'heure de très belles en fait levées. On parlait tout à l'heure de Miracle, mais Sending Blue, quoi, beaucoup de sociétés, ou EcoVadis, plein de sociétés de soft non cotées ont levé beaucoup d'argent. Et finalement, on a une forme d'ultra résilience. Et à une question qu'on m'a posée en fait là il y a quelques heures à la lecture de notre dernier rapport sur les introductions en bourse, c'était mais pourquoi finalement en France on n'est pas aussi résilient que ce qui se passe aux États-Unis ? Pourquoi ils vont beaucoup plus vite que nous ? Et là, c'est vrai qu'il y a un phénomène qui est hyper important, qui est la puissance en fait de la destruction innovante. Vous savez, le fameux principe de Schumpeter qui dit en fait quand on innove, on peut détruire. Et c'est vrai que Philippe Aghion a sorti un bouquin hier, donc je l'ai lu rapidement pour vous en parler. Il est là, je l'ai lu en fait. Je l'ai lu, pas Philippe, pas Philippe Aghion, mais le bouquin. Mais je le cite parce que on a en France cette volonté d'essayer d'épargner tout le monde, ce qui est bien. Il y a une forme de solidarité globale et il faut l'avoir. Pour autant, si on ne pousse pas l'innovation au maximum et si on n'accepte pas à un moment donné de perdre, on ne pourra jamais gagner. Et là où je suis convaincu, c'est que cette crise, en tout cas, oui, elle a été résiliente sur plein de secteurs, mais elle a accéléré plein de transformations. Et moi, mon souhait et ma vision, et pourquoi je suis hyper optimiste pour l'avenir, et puis tous les lauréats ici le démontrent, c'est que grâce à l'innovation, grâce à vos sociétés, parce que le logiciel est le fer de lance aussi de l'innovation en France, on est en capacité en fait d'accélérer l'automatisation, la digitalisation. Et finalement, là où nous on pêche en tant que Français, c'est que souvent nos entreprises ont des marges qui sont trop faibles. Mais avec de l'automatisation, même si on perd de l'emploi à très court terme, à long terme, on a une chance de s'en sortir. Donc on a plein de sujets de souveraineté, de nos infrastructures, il y a plein de sujets complexes. Pour autant, je suis persuadé que grâce en fait à l'innovation, grâce à cette puissance, on va pouvoir en fait créer plein d'emplois. Donc moi je reste très optimiste et je confirme la résilience du secteur. Alors, parfait. Donc, la résilience, ça, c'est bon. Maintenant, passons à confiance. J'ai bien fait de choisir ce premier mot, alors, pour démarrer. Tout à fait. Je vous propose, pour terminer cette table ronde, de vous poser une question, justement, sur la confiance. Est-ce qu'on peut dire que vous avez confiance dans l'avenir ? Est-ce que tu as confiance dans l'avenir ?
Alors, s'il y a vraiment un secteur d'activité dans lequel j'ai une confiance totale et absolue, pour en opérer sur plusieurs... J'ai un peu peur de ce que tu vas dire, c'est... Non, mais c'est effectivement l'édition de logiciels. Enfin, il y a plusieurs... Non, mais non, mais pourquoi D'abord parce que le modèle économique par structure, abonnement mensuel, mais souvent annuel, triannuel, etc., fait qu'il y a une... Ça coche pas mal de... Il y a déjà un élément structurel qui tient de cette partie-là. Et ensuite, il faut savoir que c'est quand même la crise incroyable qu'on traverse, c'est un formidable accélérateur pour la transformation digitale des organisations, qu'elles soient petites, moyennes et grandes, des ménages, des États. Donc il faut bien mesurer que l'étendue des besoins qui vont arriver sur ce secteur-là, à travers des outils, des solutions de communication, d'optimisation, de performance, vont s'appuyer pour l'immense majorité sur des logiciels. Donc, tu as une base qui est solide structurellement, et en plus, tu vas avoir un phénomène conjoncturel qui a pu un peu se stopper sur le Newbies au moment où tout le monde a eu peur. On voit bien qu'aujourd'hui, ça redémarre un peu aussi au niveau du Newbies, et où on peut imaginer qu'une sortie de crise va forcément accélérer des grandes manœuvres sur des investissements considérables pour les entreprises. C'est pas trop ce que j'observe, moi, sur la fin 2020, parce que je pense qu'il y a eu encore pas mal d'attentisme, mais on peut penser quand même qu'il va y avoir des sujets majeurs de transformation des organisations, des PME, des ETI, à compter de 2021. Donc, quand structurellement, tu tiens déjà bien et que conjoncturellement, tu vas avoir un effet de vente arrière relativement significatif, en plus avec des fonds aujourd'hui, en plus pour souffler dans la grand voile, il y a vraiment des raisons de l'être. Très bien, merci beaucoup. Et toi, Antoine ? Confiant. Moi, je suis aussi très confiant. Je rebondirai sur ce qu'a dit Grégory. On est d'accord. Ce qui est formidable dans nos métiers du numérique, justement, et ce qu'on a à défendre avec nos organisations professionnelles, c'est que, on essaie de faire en sorte que nos entreprises soient les plus performantes possibles, qu'on crée des start-up, et c'est réjouissant de voir les trophées qu'on a vus avant avec toute cette innovation. Mais ce qui est réjouissant aussi, c'est que, comme le dit Grégory, on est des acteurs de la transformation numérique de toutes les entreprises françaises. Donc on a notre microcosme, notre écosystème des entreprises numériques, mais en fait, on touche toutes les entreprises françaises à tous les niveaux. C'est un rebond, très petites aux très grandes. Oui. Et ça infuse. Voilà, ça infuse. Et ça, c'est réjouissant parce qu'on est vraiment sur deux niveaux. Être performant nous-mêmes et rendre performantes les entreprises grâce à nos solutions logicielles. Top. Merci beaucoup. Et pour toi, es-tu confiant ? Évidemment, je vais dire que je suis confiant, parce que c'est vrai déjà, puis je ne voudrais pas planter la soirée non plus. Et en même temps, je suis lucide quand même. Parce que le problème de la confiance, c'est qu'on peut s'endormir. Ouais. On peut s'endormir. Il ne faut pas avoir la confiance. Il faut juste avoir confiance. Et en même temps, et en même temps, peut-être que je peux me tromper, mais je pense que le coronavirus, il ne va pas s'arrêter demain. J'ai entendu hier soir qu'il allait s'arrêter peut-être à l'été. Moi, je ne crois pas, en fait. Je pense que ça peut durer plus longtemps que ça. Et je pense que des décisions comme hier soir, de couvre-feu, même si elles n'impactent pas directement le travail, elles impactent le moral des gens, elles impactent le moral des entreprises, au moment où elles font leur budget, etc. Et nous, on est dans la chaîne de valeur, quand même. On est dans la chaîne de valeur. Donc, à un moment donné, je pense que j'ai aucun problème de confiance dans l'avenir. En même temps, j'ai ce point de vigilance de dire, attention, 2021 ne va pas être si simple que ça, quand même si on est sur un secteur protégé. Il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher quand même. C'est vrai pour le service, bien sûr, mais c'est vrai aussi pour le software. Et il y a un devoir plus fort encore d'innovation, de créativité, qui n'est pas forcément favorisé par le télétravail. Donc, quelque part, je dis oui, je suis très confiant. Et en même temps, 2021, attention, ça ne va pas être si simple que ça, quand même pour nous. Même pour nous. Voilà. Vigilance. Confiance et vigilance. Lucidité, plutôt. Lucidité. Ouais. Ça marche. Et pour toi, Karine ? Moi, je suis un naturel très optimiste, vaut mieux. Mieux pas être trop déprimé en ce moment, parce que je pense que... non, mais c'est vrai que nous, on est confiants parce qu'on est... Je suis confiante parce que déjà, je ne suis pas dans une société qui a la malchance d'avoir des problèmes de trésorerie ou de cash, etc. Donc, je serais mal positionnée de ne pas avoir confiance.
parce qu'on peut aider les entreprises. J'étais ravie de voir Content Square. Bon, ils n'ont pas gagné tout à l'heure, mais parce qu'on les aide, ils ont notre ERP par exemple, donc ça me fait plaisir de savoir qu'on aide ces sociétés-là aussi à innover et à gagner des prix. Et puis parce qu'il y a des secteurs qu'on voit. Alors la France, je suis d'accord, est quand même un peu une anomalie européenne, hein, parce que moi j'ai un rôle aussi au niveau de l'Europe, donc je vois ce qui se passe dans les autres pays, même en Italie, en Espagne, qui ont été extrêmement touchés aussi par le Covid. Il y a parfois une énergie positive et une prise de risque qui est plus importante qu'en France. C'est vrai qu'en France, la prise de risque, c'est pas dans notre culture. Et je pense qu'en ce moment, il y a vraiment des prises de risques à faire dans les décisions d'investir. Ça ne sera pas des projets de transformation Big Bang comme on a vu il y a 2-3 ans. On est vraiment sur des transformations par jalon. Donc il y a du business, mais ça va se faire avec des ROI très rapides. Les clients veulent voir des résultats mesurables. Donc on est vraiment dans je dirais, le pire de l'esprit français, qui est déjà un esprit de preuve absolue à chaque fois. Donc là, on est un petit peu exacerbé. Donc je pense avec notre travail, de travailler sur la valeur très profondément avec les sociétés de services aussi, parce que c'est ça qui va nous permettre de trouver du business. Mais il y a des domaines sur lesquels on voit en revanche un boom. Je ne sais pas vous, mais supply chain, transport, ça c'est assez dingue. Tout ce qui est optimisation de la supply chain de transport, le e-commerce. Enfin, on voit vraiment un boom sur ces sujets, des projets avec des prises de décision extrêmement rapides. Donc c'est vrai que les sociétés vont vraiment se refocaliser sur ceux qui avancent vite en ce moment pour avoir du cash assez rapidement. Ce que vous avez fait d'étudier le marché, parce que et même les banques. C'est étonnamment, on voit les banques qui réagissent assez rapidement alors qu'elles étaient plutôt sur une tendance un peu attentiste depuis quelques années, et on les voit qui commencent à bouger sur des transformations un peu plus importantes. Donc je pense que cette crise va quand même secouer aussi des arbres qui étaient un petit peu englués dans l'histoire. Et ça me rend confiante aussi, parce que parfois en France, on a besoin de nous secouer un petit peu fort, et puis d'un coup, ça part vite. Donc j'espère qu'on va être dans cet esprit-là. Très bien, merci beaucoup Karine. Et pour terminer avec toi, Franck, optimiste ? Moi, je suis aussi de nature très, 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 très optimiste. Tu disais, c'est si on ne fait rien qu'on peut être pessimiste, tu m'as dit. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, de toute façon, il n'y a pas le choix si on veut avancer. Je partage ce que tu disais sur le court terme. On est dans une activité de conseil, donc nous, on a commencé le budget le 1er juillet. Je ne veux pas dire que c'est facile. Mais en fait, la question, c'est, de temps en temps, c'est vrai qu'il faut... Notre rôle aussi, c'est d'essayer de donner de la vision et donner de la perspective. Et on est là pour partager aussi des idées et des visions. Moi, ma vision à moyen terme est assez optimiste, parce que je pense que, encore une fois, comme on l'a dit, la transfo digitale va accélérer plein de choses. Et en fait, si les acteurs ici présents deviennent encore plus des leaders, ça va retomber sur toute l'économie. Et là, si je parle de la France particulièrement, ça va permettre d'accélérer en fait des secteurs qui étaient, pour certains, un petit peu endormis et qui ne voyaient pas le monde changer. Donc il y a ce sujet-là. Donc je suis très très optimiste à moyen terme, avec quand même des sujets en fait politiques. Et alors, on va pas parler d'Europe là ce soir, mais concrètement, on sera encore aussi plus fort si on est plus unis et si on interagit bien aussi sur le commerce extérieur avec tous les grands donneurs d'ordre. Il n'y a pas de sujet par rapport à ça, mais voilà, il y a de l'anticipation. Il y a de la prise de risque et de l'ambition, parce que tout n'est pas écrit, et globalement on peut encore jouer un rôle hyper important. C'est parfait. Tu as terminé par le mot ambition, qui est le 3e mot: résilience, confiance, ambition. C'est fabuleux. Merci beaucoup à tous les 5 pour cette table ronde qui, j'espère, vous a inspiré, donné des idées. Et puis reprendre les 3 mots évoqués depuis le départ. Voilà, résilience, confiance et même ambition. Alors pour clôturer cette soirée, je propose à Godefroy de Bensman, qui est le président du Syntec Numérique, et Pierre-Marie Lehuchet, qui est président de Tech in France, de me rejoindre pour conclure cette soirée. Bienvenue à tous les deux. Je vous laisse prendre un micro. Hop. Permet, on se met à côté quand même. Allez, bon, malgré le Covid. Hein. Ah oui, d'accord. Bon, écoute, en tous les cas, moi je suis très impressionné par cette édition du Top 250 pour plein de raisons.
Mais la première, c'est que, d'abord, je trouve ça vachement dynamique malgré le format et passionnant. Je suis impressionné par là où on en est au bout de 10 ans, parce que vous savez que c'est la 10e édition de cet événement. En 10 ans, quel chemin? On a doublé le chiffre d'affaires à 17 milliards et à 100 000 employés, des entreprises qui sont des purs players français. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Et puis il y a quand même un sujet qui m'enthousiasme beaucoup, c'est que cette année, on a fait cet événement avec Tech-in France. Et c'est pour ça qu'on est là tous les deux, avec Pierre-Marie, parce qu'on a lancé une collaboration qui est de plus en plus étroite, avec cet événement bien sûr, mais avec un tas d'autres sujets que peut-être Pierre-Marie tu peux aborder. Et je crois vraiment qu'on est en train de montrer qu'on a un très bel écosystème et que plus cet écosystème va travailler ensemble, je dirais plus il va être efficace pour promouvoir, je dirais, nos entreprises, promouvoir les intérêts de nos entreprises. Et voilà. Donc, Pierre-Marie, peut-être tu peux dire ce qu'on fait ensemble. Mais tu avais encore plein de choses à dire. Non, mais... C'était... Bon, oui, juste sur le classement, quand Tech-in a sorti son premier classement, c'était en 2006, je crois. Loïc, je parle sous ton contrôle. On avait quand même du mal à en trouver des entreprises qui éditaient des logiciels. On avait un petit peu de mal à trouver dans ce classement des entreprises qui dépassaient les 10 millions d'euros. On était très très peu nombreux à cette époque-là. Bon, aujourd'hui, il y en a quand même pas mal. On a aussi découvert qu'il y avait des éditeurs de logiciels au sein de Syntec Numérique. Donc ce classement a cet avantage que... À deux, on en a un millier quand même. À deux, on en a un millier. À l'époque, ce n'était pas du tout ce nombre que nous avions recensé. Et il est plutôt plaisant, en lisant ce classement, de voir que en effet, l'édition logicielle représente véritablement une industrie en France, avec ses dynamiques propres et avec ses capacités de développement qui sont absolument certaines. Donc, je trouve que c'est plutôt réjouissant. Le fait de faire ce classement ensemble, ça vient aussi souligner, comme tu le dis, que nous sommes capables de travailler ensemble sur un certain nombre de sujets qui concernent notre industrie. Celle du logiciel, mais aussi plus largement celle de l'écosystème du numérique. Cela souligne aussi qu'il y a ce besoin que nous soyons capables de prendre une initiative de jonction, d'union de l'ensemble des forces qui parlent du numérique en France. On a besoin d'exister à travers cette action pour mieux se défendre, pour mieux défendre notre industrie, notamment l'Europe qui a besoin de se construire. L'Europe du numérique a besoin de se construire et on peut ainsi y jouer un rôle. Alors ces actions, d'abord nous travaillons ensemble sur une commission santé qui je crois est assez dynamique. Je suis trop bavard ? Non, je crois que la commission santé, tu as raison, il faut le dire, c'est devenu l'interlocuteur privilégié des ministères et des acteurs et qui réunit non seulement nos organisations, mais en fait on a fédéré tout un écosystème d'autres organisations d'industrie pharmaceutique, d'équipements médicaux, etc. autour de nous. Et aujourd'hui c'est une force de frappe extrêmement crédible. Donc ça aussi c'est une fierté. Voilà. Ensuite on a travaillé sur la commission Ville et Territoire. Tu as peut-être des commentaires aussi à apporter sur Ville et Territoire. Là, moins, parce que je suis moins impliqué personnellement, mais je sais qu'effectivement, ça marche très bien, que les gens sont très contents de bosser ensemble. Mais voilà. Non, mais c'est une commission qui est intéressante dans les santé pareil, parce qu'il y a véritablement un mix. C'est pas que des gens du service, c'est pas que des intégrateurs, c'est pas que des éditeurs. Il y a vraiment tout un écosystème qui travaille ensemble. Et j'ai travaillé l'année dernière où j'avais fait l'ouverture de Ville et Territoire avec l'Association des maires de France, avec un tas de gens concernés par les problèmes de mobilité dans les territoires. Et là, on voit bien que ce n'est pas qu'un problème d'éditeur ou pas qu'un problème de gens du conseil ou de l'intégration, ou d'équipementiers d'ailleurs. C'est plus large que ça. Et je pense que vraiment, ensemble, on a bien compris qu'il fallait qu'on arrive à faire travailler un écosystème qui nous dépasse d'ailleurs, si on veut bien servir nos propres adhérents. Et cette commission s'est réunie ce matin, d'ailleurs, a accueilli plusieurs députés dans les locaux de Tech-in, je crois, Loïc.
Oui, c'est ça. Et là, la Commission a pu montrer aux députés le travail que nous étions en train de réaliser. On a travaillé ensemble sur le plan de relance. On a fait 75 propositions. On a édité, je crois, un livre blanc. Je ne pourrais pas réciter toutes les propositions qu'on a faites, mais elles étaient toutes vraiment formidables. Tu as peut-être des idées plus précises sur ces propositions ? Non, mais je pense que sur ces 75 propositions, moi aussi, c'était loin, parce qu'en fait, c'était avant le Covid, quand même. Hein. C'était avant le confinement, donc il s'est passé beaucoup de choses. Mais on a eu des groupes de travail entre nous qui ont... d'abord, qui nous apprennent à travailler ensemble. Je pense que c'est une première chose. Et puis, on est de plus en plus vus par la DGE, par toutes les organisations qui cherchent des idées, parce que, objectivement... on peut avoir une vision négative de l'administration. Honnêtement, ils cherchent des idées, ils nous écoutent et ils reprennent pas mal de choses. Donc, voilà. Oui, d'ailleurs, le plan de relance, enfin, nous avons été sollicités. Il n'a échappé à personne que le plan de relance comprenait un volume d'investissement très important dédié au numérique. Nous avons pu, ensemble, avec d'autres d'ailleurs, avec d'autres acteurs du numérique, contribuer à l'écriture de ce plan de relance et à faire en sorte qu'il soit dynamique. Voilà, on fait encore plein d'autres choses sur la facture électronique, là je lis mon papier, sur l'attractivité de notre secteur. Plus récemment, nous essayons de réfléchir à la façon d'attirer davantage de femmes sur notre métier. Elles peuvent apporter énormément à notre industrie. Il faut qu'on travaille un peu en amont sur ce sujet-là, parce que j'ai été hier avec des étudiants de l'école des mines qui m'interviewaient sur notre métier. Et puis à un moment donné, ils m'ont posé la question, et les femmes, et je leur ai rendu la question en leur disant, bah oui, justement, et les femmes, mais il n'y a que 4 étudiants qui ne sont que des hommes. Combien vous avez de femmes dans votre promo ? Bah, il était un peu gêné, et puis comme ils étaient accompagnés par leur prof, il m'a dit, bah oui, c'est vrai. On a peu de femmes dans ces carrières, et il faut donc très, très en amont y travailler pour réunir les éléments facteurs clés de succès de cette perspective, de cet objectif. C'est un sujet difficile. Chez Syntec Numérique, on a lancé plein d'initiatives depuis presque 10 ans. On n'arrive pas à renverser la courbe. Hein. Mais enfin, peut-être qu'à 2, on va y arriver mieux. Hein. On va peut-être s'arrêter, là, parce que, voilà. En guise de conclusion, on est en train de faire un séminaire tous les deux. Merci en tous les cas à ceux qui ont préparé l'événement. Merci beaucoup, messieurs. Merci, messieurs. Et puis pour terminer, des merci. Merci à Jean-Christophe pour tes précieux éclairages tout au long de cette soirée. Merci à EY, à Syntec, Tech in France pour l'organisation de cette belle soirée. Merci aux jurés. Merci à nos partenaires AXA, la Fondation FI, ASF Consulting et CMCIC Leasing et sa nouvelle marque CCLS. Merci aux participants de notre table ronde. Merci à vous, ici, à l'Open Mind Café, et puis à vous, là-bas, derrière vos écrans. Et puis, n'hésitez pas à relayer l'événement sur vos réseaux sociaux, hashtag Top 250 NUM. Encore un grand bravo à tous nos lauréats 2020. Et puis, rendez-vous... Exact, aussi à tous ceux qui ont répondu au questionnaire. Et puis, on espère se retrouver l'année prochaine, en 2021, avec encore plus d'invités. Et pourquoi pas en présentiel. On a envie de l'espérer. Merci beaucoup à vous tous. À bientôt.